Il est arrivé trop tard. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Les caméras montraient l'impensable. Les nourrices avaient jeté sa fille sur les rails d'un train en marche. Désespéré, le millionnaire a couru contre le temps. Et ce qui s'est passé ensuite fut un véritable miracle. Si vous aimez les histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous écoutez en continuant. Au chapitre 1. Les ombres du passé. La pâle lumière du matin tentait sans succès de traverser les lourds rideaux du bureau où Guillaume Marchand avait passé une nouvelle nuit blanche. L'horloge marquait 6 heures lorsque Madame Solange, la gouvernante qui travaillait pour lui depuis plus de 2 décennies, frappa à la porte avec ses 3 coups caractéristiques, 2 légers suivis d'un plus ferme. « Entrez !» dit-il, la voix rauque de celui qui, depuis longtemps, ne conversait plus qu'avec des chiffres, des tableurs et des fantômes du passé. Monsieur n'a encore pas dormi. Ce n'était pas une question. Madame Solange le connaissait bien trop bien pour poser des questions dont elle connaissait déjà la réponse. Et la petite Laura a eu de la fièvre cette nuit. Je crois qu'une autre dent est en train de percer. Guillaume ferma les yeux un instant. Sa fille, Laura, n'avait que 9 mois et, depuis que Patricia était partie pendant l'accouchement, il se sentait incapable de regarder le visage de la fillette sans qu'une douleur aiguë ne lui transperce la poitrine. C'était comme si chaque sourire édenté, chaque regard curieux était un souvenir vivant de ce qu'il avait perdu. « Vous avez appelé le docteur Dubois ?» demanda-t-il en se frottant le visage de ses mains tremblantes de fatigue. « Ça n'a pas été nécessaire. Je lui ai donné le médicament qu'il avait prescrit la dernière fois. Elle a bien dormi après ça. » La dame aux cheveux grisonnants et aux mains marquées par le dur labeur soupira, posant une tasse de café fort sur le bureau. « Mais ce n'est pas de ça que nous devons parler, monsieur. C'est de la petite. » Et si, l'homme d'affaires se leva, sentant son dos lui faire mal après des heures penchées sur des documents qui semblaient maintenant sans importance face à cette conversation inévitable. « Madame Solange, je sais ce que vous allez dire, mais... »« Oh non, monsieur ne le sait pas, » l'interrompit-elle avec l'autorité que seules les années de vie commune lui permettèrent d'avoir. « Je deviens trop vieille pour m'occuper d'un bébé. Mes articulations me font mal, j'ai des vertiges quand je me baisse trop vite. Votre fille mérite quelqu'un avec plus d'énergie, quelqu'un qui pourra courir après elle quand elle commencera à marcher. » La vérité de ces mots pesa dans l'air entre eux. L'empire du textile que Guillaume avait bâti en 15 ans, transformant la petite usine de son père en l'une des plus grandes entreprises du secteur à Paris, semblait maintenant s'effriter sur les bords. Non pas à cause des affaires, qui restaient rentables malgré la crise économique, mais de l'intérieur par le centre émotionnel qui soutenait tout. « Et que suggérez-vous » que demanda-t-il en s'approchant de la fenêtre pour entr'ouvrir les rideaux. Dehors, les Champs-Élysées commençaient à s'éveiller pour une nouvelle journée frénétique. Voitures, bus, gens pressés, tous semblaient avoir un but, une direction. Tous, sauf lui. « Votre ami, Monsieur Richard, m'a dit qu'il connaissait une agence de confiance. Ils ont des jeunes femmes étrangères, avec de l'expérience dans la garde d'enfants. Très qualifié. Richard Albert, son associé depuis le début, quand ils n'étaient que 2 étudiants en gestion, avec des rêves trop grands pour leurs poches vides. Richard, qui lui avait tenu la main à l'hôpital quand le médecin était sorti de la salle d'opération avec cette expression que Guillaume n'oublierait jamais, celle de quelqu'un qui porte le poids d'une nouvelle qui va détruire une vie. Que Richard qui avait organisé les funérailles, pendant qu'il était sous sédatif, incapable d'affronter la réalité. « Il m'en a déjà parlé, » admit Guillaume, buvant une gorgée du café fort et amer. « Il a dit qu'elles étaient philippines ou vénézuéliennes. Je ne me souviens plus très bien. »« Vénézuéliennes !» et confirma Madame Solange. « 2 sœurs qui ont fui la crise là-bas. Elles parlent espagnol, mais apprennent déjà le français. Elles sont jeunes, mais elles ont des références. » Guillaume sentit le poids de la décision inévitable. La petite Laura ne pouvait pas continuer à dépendre uniquement de Madame Solange, et lui, il n'y arrivait tout simplement pas. Chaque pleur nocturne, chaque couche changée, chaque biberon était un rappel cruel que ce devrait être Patricia là. Pas lui. La culpabilité le rongeait de l'intérieur, un cancer silencieux qui se propageait jour après jour. Très bien. Demandez à Richard de s'occuper des documents, de l'entretien, de tout ce qui est nécessaire. « Monsieur ne veut pas participer au processus ?» demanda la gouvernante surprise. « Je fais confiance à votre jugement, Madame Solange, et à celui de Richard. » La femme acquiesça, mais avant de sortir, elle s'arrêta à la porte et dit, avec cette franchise que seuls les vieux employés de confiance se permettent, « Un jour, monsieur, vous devrez la regarder vraiment.
Cette petite a les yeux de sa mère, mais son caractère têtu, il est tout de vous. Quand la porte se referma, Guillaume sentit le silence de la pièce peser comme du plomb. Il ouvrit le tiroir de son bureau et prit le cadre photo qu'il y gardait caché. Patricia avec ce sourire qui illuminait n'importe quelle pièce, le ventre commençant déjà à montrer les signes de la grossesse. La photo avait été prise à Deauville lors du dernier week-end qu'ils avaient repassé ensemble, avant que les complications de la grossesse ne la confinent au repos absolu. Rien n'y fit. La prééclampsie s'était développée de manière si sévère et rapide que même les meilleurs médecins de l'hôpital américain de Paris n'avaient pu inverser la situation. Il avait dû choisir, sauver sa femme ou l'enfant, mais il n'y avait pas eu de véritable choix. Quand il était entré dans la salle d'opération pour la voir une dernière fois, Patricia était déjà inconsciente. Le médecin parlait de pression artérielle, de décollement placentaire, d'hémorragie interne, des mots qui flottaient autour de lui sans aucun sens. Le téléphone sonna, l'arrachant à ses souvenirs douloureux. C'était Richard. « Bonjour mon ami. Tu as appris la bonne nouvelle ? Madame Solange vient de m'appeler. » La voix enjouée de son associé contrastait avec l'ambiance sombre du bureau. Richard avait toujours été comme ça, optimiste, énergique, plein de projets. Parfois, Guillaume se demandait comment deux hommes si différents étaient devenus des amis si proches. « Si tu appelles bonne nouvelle le fait que je sois incapable de m'occuper de ma propre fille, alors oui, » répondit-il sèchement. Un soupir de l'autre côté de la ligne. « Guillaume, ne commence pas. Ça fait presque 1 an. Tu dois aller de l'avant pour le bien de Laura et pour le tien. On ne me dit pas ce que je dois faire, Richard. » Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Désolé, simplement. Organise ça, d'accord. Je veux que ce soit rapide. Madame Solange n'est vraiment plus en état de s'occuper d'un bébé. Tout est déjà enclenché. Carmen et Solène González, vénézuéliennes, comme je te l'avais dit, 25 et 23 ans. Formation en pédagogie au Venezuela, expérience avec des enfants en situation de vulnérabilité. Elles ont fui la crise il y a 2 ans. Elles sont en situation régulière avec un visa de travail. Richard parlait comme s'il lisait un CV. Je peux les amener pour un entretien dès aujourd'hui, si tu veux. Guillaume regarda la pile de documents sur son bureau. Rapport financier, contrat avec de nouveaux fournisseurs en Chine, le projet d'expansion dans les Hauts-de-France. Un travail qui exigerait toute son attention dans les mois à venir. D'accord, mais demande à Madame Solange de mener l'entretien. Je serai occupé avec la réunion des investisseurs. Tu dois les rencontrer, Guillaume. Et je le ferai, une fois qu'elles seront embauchées. Il mit fin à l'appel avant que son ami ne puisse insister. Cet après-midi-là, tandis que Guillaume présentait des projections financières à un groupe de cadres japonais intéressés par l'expansion de l'entreprise, Carmen et Solène González arrivaient à l'imposant appartement de Neuilly-sur-Seine. Le luxe discret des lieux, avec ses œuvres d'art contemporain et ses meubles signés par des designers célèbres, contrastait avec la simplicité des 2 jeunes femmes, qui ne portaient aucune pochette avec des documents et des expressions nerveuses. « Soyez les bienvenus », dit Madame Solange, les guidant vers le salon. « Voulez-vous un café, un thé ?»« Non, merci », répondit l'aînée Carmen dans un français soigné avec un fort accent espagnol. « Nous sommes impatientes de rencontrer Monsieur Marchand et la petite Laura. » Madame Solange sourit, les conduisant vers le canapé. « Monsieur Guillaume est en réunion. Quant à la petite Laura, elle dort en ce moment, après sa fièvre d'hier soir. Mais nous pouvons discuter, et ensuite je vous montrerai votre chambre si vous êtes engagé. » Pendant que la gouvernante expliquait la routine de la maison, les horaires et les besoins spécifiques du bébé, Richard observait les 2 sœurs de loin, appuyées contre le chambranle de la porte. Il y avait quelque chose d'étrange dans le regard de la plus jeune, Solène, un mélange de peur et de résignation qui ne correspondait pas à quelqu'un qui serait réellement intéressé à s'occuper d'un enfant. « Cela vous dérange si je pose quelques questions ?» interrompit Richard, entrant dans la pièce avec son charme habituel. Les sœurs échangèrent un regard rapide avant d'acquiescer. « Comment avez-vous connu notre agence ?» demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle. Carmen hésita un instant. « Par un ami, un compatriote. Il a dit que vous aidiez les immigrés qualifiés à trouver de bons postes. » Richard sourit, mais ses yeux restèrent froids. « Et vous avez de l'expérience avec des bébés si petits ?»« Oui. »« Monsieur, à Caracas, je travaillais dans une crèche communautaire avec des enfants de tous âges, » répondit Carmen avec assurance.
et Solène est diplômée en éducation de la petite enfance. La plus jeune se contenta d'hocher la tête, les yeux fixés au sol. Richard remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Vous comprenez la situation particulière que nous avons ici, n'est-ce pas ?» poursuivit-il en se penchant en avant. « Monsieur Marchand a perdu sa femme il y a moins d'1 an. Sa fille est tout ce qu'il lui reste maintenant. Nous avons besoin de personnes non seulement qualifiées, mais engagées, loyales. Nous comprenons parfaitement, » assura Carmen. « Nous avons aussi perdu beaucoup de membres de notre famille au Venezuela. Nous savons ce qu'est la douleur. » Madame Solange, qui observait l'interaction avec attention, intervint. « Je pense que nous pouvons leur montrer leur chambre, n'est-ce pas, monsieur Richard ? Monsieur Guillaume a déjà dit clairement qu'il faisait confiance à notre décision. Et ces jeunes femmes me plaisent bien. » Richard se leva, ajustant son costume coûteux. « Bien sûr, madame Solange. Montrer la chambre, faire visiter la maison. Après tout, si tout se passe bien, elles commenceront à travailler immédiatement. » Alors qu'il montait au 2e étage du duplex, Richard sortit son téléphone et envoya un message rapide. « Tout est en ordre. » Elle ne se doute de rien. La nuit était déjà tombée quand Guillaume rentra enfin chez lui. La réunion avec les investisseurs japonais s'était prolongée plus que prévu, mais le résultat avait été positif. Un apport de 50 millions d'euros pour l'expansion des usines dans les Hauts-de-France. C'était le genre de nouvelle qui, 1 an plus tôt, l'aurait fait rentrer chez lui impatient de fêter ça avec Patricia. Maintenant, cela ne représentait que plus de travail, plus de responsabilités, plus de raisons de rester éloigné de cet appartement rempli de souvenirs. Le silence qui l'accueillit fut interrompu par un léger pleur venant de la chambre de Laura. Instinctivement, il s'y dirigea, s'arrêtant à la porte entr'ouverte. Dans la chambre décorée de motifs de fées et de licornes, choisie par Patricia des mois avant de mourir, une jeune femme berçait Laura avec des mouvements doux, chantant une chanson en espagnol qu'il ne connaissait pas. Guillaume resta là, immobile, observant la scène. La fillette, habituellement agitée avec les étrangers, semblait tranquille dans les bras de la jeune femme. « Monsieur Marchand, » dit-elle en remarquant sa présence. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous réveiller. »« Je viens d'arriver, » répondit-il, toujours à la porte, ne sachant pas vraiment comment se comporter. « Vous devez être. »« Carmen Gonzalez, monsieur. »« Ma sœur Solène aide madame Solange avec le dîner. » Guillaume acquiesça, observant comment la jeune femme tenait Laura avec assurance, mais aussi avec délicatesse. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse familière peut-être, qui lui fit sentir une étrange connexion. « Elle va bien ?» Madame Solange m'a dit qu'elle avait eu de la fièvre. « Oui, elle va mieux maintenant. Juste l'inconfort des nouvelles petites dents. » fait sourire Carmen, ajustant le bébé dans ses bras. Elle a un esprit fort, cette petite. Très observatrice pour son âge. Sans s'en rendre compte, Guillaume fit un pas en avant, s'approchant assez pour voir le visage de sa fille. Laura le fixa avec ses yeux, les yeux de Patricia. Et pour la première fois depuis des mois, il ne ressentit pas la douleur habituelle. À la place, une vague de protection et de tendresse l'envahit. C'était sa fille. Une partie de Patricia, oui, mais aussi une partie de lui. « Voulez-vous la prendre ?» offrit gentiment Carmen. Guillaume hésita. « Je ne sais pas comment. »« Oh, c'est facile, » sourit-elle en s'approchant. « Tenez, soutenez sa petite tête comme ça. C'est ça. » Avant qu'il ne puisse protester, Guillaume se retrouva avec sa fille dans les bras, le petit corps chaud contre sa poitrine, le regard curieux, les petits doigts qui trouvèrent bientôt le chemin de sa cravate. Quelque chose se brisa en lui, une barrière qu'il avait maintenue érigée depuis cette terrible nuit à l'hôpital. « Bonjour, ma petite » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Papa est là. » Carmen observa la scène avec un mélange d'émotion et de culpabilité. Elle savait ce qui allait arriver, ce qu'ils avaient planifié pour cette famille déjà si dévastée par la tragédie. Elle regarda le couloir vide, pensant à sa sœur en bas, aussi effrayée qu'elle, et à Édouard Marquez, l'homme qui les avait piégés avec des dettes et des menaces, l'homme qui utilisait le faux nom de Robert et qui travaillait pour ce fameux Richard. Le plan était simple et terrible, gagner la confiance du millionnaire et de tout le monde dans la maison, puis, au bon moment, disparaître avec l'enfant. Un enlèvement déguisé en tragédie, la nounou négligente qui a laissé le bébé tomber dans la piscine ou qui l'a perdu lors d'une promenade au parc, n'importe quoi qui détruirait Guillaume Marchand de l'intérieur et, par conséquent, ferait tomber l'entreprise que Richard convoitait tant.
Mais maintenant, en voyant le père et la fille ensemble, enfin connectés après tant de souffrances, Carmen sentit le poids de sa participation à ce plan macabre. Les menaces d'Édouard contre sa famille au Venezuela semblaient lointaines face à la réalité de cet enfant innocent. « Vous chantez très bien », dit soudain Guillaume, la sortant de ses pensées. La musique l'a calmée. C'est une berceuse vénézuélienne, expliqua-t-elle, essayant de chasser le nœud dans sa gorge. Ma mère nous la chantait. Ça va se tenir moins des filles, cette sœur. Vous dites votre sœur. Elle était plus silencieuse, n'est-ce pas? Demanda-t-il, berçant toujours doucement Laura. Carmen hésita. Solène a traversé beaucoup de difficultés. Nous avons perdu nos parents au Venezuela et puis, eh bien, nous avons dû fuir. Elle est encore en train de s'adapter. Guillaume acquiesça, compréhensif. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. On a l'impression que le monde entier s'écroule et on ne sait pas comment continuer. Mais vous continuez, observa doucement Carmen. Faites it, pour elle. Leurs regards se croisèrent un instant. Deux âmes marquées par des pertes profondes, unies par le destin dans des circonstances qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Le moment fut interrompu par Madame Solange, qui apparut à la porte pour annoncer que le dîner était servi. Guillaume rendit Laura à Carmen avec précaution, sentant un vide étrange lorsque sa fille quitta ses bras. « Vous dînez avec nous ce soir », dit-il, non comme une demande mais comme une décision. « Nous devons mieux nous connaître, puisque vous allez vous occuper de mon bien le plus précieux. » Alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, où Solène et Richard attendaient déjà, Carmen sentit le poids de la culpabilité augmenter. Guillaume Marchand n'était pas l'homme d'affaires froid et distant qu'Édouard avait décrit. C'était juste un homme brisé par la douleur, essayant de se reconstruire pour sa fille. Richard observa l'approche des trois avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le plan était en marche. Bientôt, Guillaume Marchand perdrait tout ce qui lui restait, et Marchand Textile serait enfin à lui, comme cela aurait dû l'être depuis le début. Quand le père de Guillaume avait choisi son fils pour reprendre l'entreprise au lieu de lui, l'associé loyal qui avait consacré sa vie à cette affaire. « Portons un toast à cette nouvelle phase », proposa Richard, levant son verre de vin, à la famille Marchand et à ses nouveaux membres. Tous levèrent leurs verres, mais tandis que les autres buvaient, Carmen se contenta d'observer le liquide sombre, pensant à quel point l'avenir qui se dessinait pour tous à cette table était sombre. De l'autre côté, Solène gardait les yeux baissés, incapable d'affronter l'homme qui, sans le savoir, marchait droit dans un piège qu'elle aiderait à monter, à moins qu'elle ne trouve le courage de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais eu dans la vie, affronter ses propres peurs et changer le cours d'un destin qui semblait déjà écrit. Cette nuit-là, alors que la pluie commençait à tomber sur Paris, 4 vies s'entremêlaient dans une toile de secrets, de douleurs et de possibilités. Et dans son berceau, inconsciente des ombres qui se formaient autour d'elle, Laura dormait paisiblement, sans savoir qu'elle serait au centre d'une tempête qui transformerait à jamais la vie de tous dans la maison. Chapitre 2 liens invisibles. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée des sœurs. Gonzalez dans la demeure des Marchands. L'automne parisien donnait déjà ses premiers signes, avec des matinées plus fraîches et des crépuscules dorés qui peignaient l'horizon de gratte-ciel visible depuis le penthouse. À la surprise de tous, et particulièrement de Guillaume, une routine presque harmonieuse s'était installée dans cette maison autrefois envahie par le silence et la douleur. Laura, qui avait maintenant 1 an révolu, faisait ses premiers pas incertains, toujours soutenue par les mains attentives de Carmen. La fillette grandissait, forte et curieuse, avec un sourire qui illuminait même les jours les plus gris. Et nombreux furent les jours gris où Guillaume se surprit à observer de loin la nounou et sa fille jouer dans le salon ou sur la petite terrasse du dernier étage. Il y avait une connexion authentique entre elles, quelque chose qui l'intriguait et d'une certaine manière le réconfortait. « Elle vous regarde comme si vous étiez sa mère », commenta-t-il un dimanche après-midi, alors qu'il s'était enfin permis de passer quelques heures à la maison, loin des réunions et des engagements qu'il utilisait comme bouclier contre le deuil. Carmen, qui aidait Laura à empiler de petits cubes colorés, sentit une boule se former dans sa poitrine. « Les enfants de cet âge s'attachent facilement, monsieur. C'est naturel. » Guillaume, la corrigea-t-il pour la 3e fois cette semaine-là. « Je vous ai déjà demandé de m'appeler par mon prénom. » Elle acquiesça les yeux baissés.
évitant le contact visuel qui la faisait toujours se sentir exposée, comme s'il pouvait lire ses pensées, découvrir le plan terrible dont elle n'avait pas encore réussi à se défaire. Sa fête d'anniversaire était spéciale, continua Guillaume, s'asseyant sur le tapis à côté d'elle, chose qu'il n'aurait jamais faite des mois auparavant. Vous avez pensé à chaque détail. Merci pour ça. Carmen sourit, se souvenant de la petite célébration qu'elle avait organisée la semaine précédente. Rien de très élaboré, juste un gâteau, quelques ballons, des cadeaux simples, mais c'était la première fois depuis la mort de Patricia que cette maison était témoin de quelque chose ressemblant à de la joie authentique. Laura le méritait, répondit-elle simplement. Chaque enfant mérite d'être célébré. Ce qu'elle ne dit pas, c'est à quel point ce moment avait aussi compté pour elle. Comment, pendant quelques heures, elle avait pu prétendre que c'était réel, qu'elle n'était qu'une nounou dévouée et non un pion dans un jeu cruel de vengeance et de cupidité, que l'appel téléphonique menaçant qu'elle avait reçu d'Édouard ce matin-là, exigeant des avancées dans le plan, n'était qu'un lointain cauchemar. « Vous avez une famille spéciale, Guillaume, » dit-elle soudain, observant Laura qui rampait maintenant vers un ballon coloré. « Vous devriez passer plus de temps avec elle. » Il la regarda, surpris par sa franchise. Carmen était habituellement réservée, respectueuse à l'excès. C'était la première fois qu'il l'entendait faire quelque chose qui s'apparentait à une critique. « Je crois que vous avez raison, » admit-il, passant une main dans ses cheveux sombres où l'on remarquait déjà quelques fils gris prématurés. « C'est difficile d'être ici, mais ça devient plus facile. Grâce à vous. » Le moment fut interrompu par le bruit de pas précipités. Solène entra dans le salon, le visage pâle, les yeux effrayés. « Carmen, il faut qu'on parle maintenant. » Guillaume perçut la tension immédiate entre les sœurs. En 3 mois, il n'avait toujours pas réussi à se connecter avec Solène de la même manière qu'avec Carmen. La plus jeune des González était une ombre dans la maison, efficace dans ses tâches, mais distante, toujours en train d'observer, participant rarement. « Nous sommes en train de jouer, » répondit Carmen, essayant de garder son naturel. « Ça peut attendre un peu ?»« Non, ça ne peut pas !» insista Solène, cette fois en espagnol, trop vite pour que Guillaume puisse comprendre. Il a encore appelé. Il perd patience. Carmen pâlit. Elle se leva, s'excusant rapidement. Un problème familial au Venezuela. Je reviens tout de suite. Alors que les sœurs sortaient précipitamment, Guillaume resta là, seul avec Laura, sentant que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la première fois qu'il était témoin de ce genre d'interaction tendue entre elles. Toujours des chuchotements, toujours des regards inquiets, toujours cet air de secret. Dans la petite chambre qu'elle partageait au bout du couloir, les sœurs González faisaient face à une nouvelle crise. « Il a dit qu'on avait 1 semaine, » murmura Solène, les mains tremblantes en fermant la porte. « 1 semaine, Carmen, où il enverra ses photos à la police et dira que c'est nous qui avons tué cet homme. » Carmen s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains. Édouard Marquez, qui s'était présenté comme Robert lors de leur recrutement, était plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Un criminel expérimenté qui les avait entraînés dans une toile de mensonges, de chantage et de menaces depuis leur arrivée en France, fuyant la crise vénézuélienne. D'abord, ce furent de petits boulots, transporter des paquets suspects, livrer des enveloppes à des inconnus. Puis, sans qu'elles s'en rendent compte, elles furent témoins d'un crime, un règlement de compte qui s'était soldé par la mort d'un homme. Édouard leur avait assuré qu'elles seraient les principales suspectes si l'affaire éclatait. Il avait des photos, des empreintes digitales, des témoins achetés. Et maintenant, le plan final, les utiliser pour détruire Guillaume Marchand, facilitant la prise de contrôle de l'entreprise par son associé traître, Richard. « Je ne peux pas faire ça », murmura Carmen, regardant sa sœur avec des yeux embués de larmes. « Je ne peux pas faire de mal à cet enfant. »« Et tu suggères quoi ?»« Qu'on raconte tout. On sera expulsé, ou pire, emprisonné. » Solène arpentait la chambre comme un animal en cage. « C'est juste une enfant de riche, d'un homme riche. Elle s'en sortira. » Carmen se leva brusquement, saisissant les épaules de sa sœur. « Tu crois vraiment ça ? Après tout ce qu'on a vu ici, cet homme a perdu l'amour de sa vie. Il essaye de se reconstruire. Et Laura, elle n'y est pour rien. Sommes-nous coupables d'être nés pauvres dans un pays qui s'est effondré? D'avoir dû fuir pour ne pas mourir de faim? La voix de Solène tremblait de colère et de peur. C'est le jeu, Carmen. Les riches gagnent toujours. Nous, on essaie juste de survivre.
Un silence lourd s'installa entre elles. Carmen se dirigea vers la fenêtre, observant le coucher de soleil qui teignait le ciel de Paris. Elle pensa à Laura, à ses sourires innocents, à la confiance totale qu'elle lui accordait. Elle pensa à Guillaume, un homme brisé essayant de recoller ses propres morceaux par amour pour sa fille. « Je crois qu'il y a une issue, » dit-elle finalement, se tournant vers sa sœur. « Mais c'est risqué, et nous devrons faire confiance à quelqu'un qui nous détestera peut-être quand il saura la vérité. » Richard Albert fixait l'écran de son ordinateur avec une impatience croissante. Les chiffres ne mentaient pas. Marchand Textile se remettait rapidement des pertes de l'année précédente. L'expansion dans les Hauts-de-France, l'investissement japonais, les nouveaux contrats d'exportation, tout indiquait que l'entreprise non seulement survivrait à la crise personnelle de Guillaume, mais en sortirait renforcée, maudit soit-il, murmura-t-il pour lui-même, fermant violemment son ordinateur portable. 15 ans. 15 ans consacrés à cette entreprise. D'abord comme employé de confiance du vieux Antoine Marchand, puis comme associé minoritaire lorsque le patriarche décida de passer le flambeau. Mais pas à lui, qui avait sacrifié sa jeunesse, ses relations, tout pour Marchand Textile. Non, le vieil homme avait choisi son fils gâté, fraîchement sorti de l'université, plein de théories et de peu de pratiques. Son portable vibra sur le bureau. C'était Édouard. « Dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. » Et répondit-il sans ambages. « Ça dépend de ce que tu considères comme bon. » La voix à l'autre bout du fil semblait tendue. Les filles hésitent. L'aîné s'est attaché à l'enfant. Richard jura à voix basse. « Tu m'avais dit qu'elles étaient fiables. Qu'elles feraient n'importe quoi pour éviter l'expulsion. »« Elles le feront, » assura Édouard. « Elles ont juste besoin d'une plus grande motivation. Plus d'argent. Je risque déjà tout dans ce plan. Si Guillaume découvre... »« Ah, il ne découvrira rien, » coupa Édouard. « Quand nous aurons terminé, il sera si anéanti qu'il te suppliera de reprendre l'entreprise. Un homme d'affaires qui perd sa femme puis sa fille, qui ferait confiance à quelqu'un d'aussi malchanceux pour diriger un empire ?» Richard se passa la main sur le visage, pensif. Le plan semblait parfait lorsqu'il l'avait conçu. Utiliser les immigrantes vulnérables pour s'approcher de Guillaume, gagner sa confiance, puis simuler un accident mortel avec la fillette. La faute retomberait sur les nounous négligentes, qui disparaîtraient aussitôt, laissant un père dévasté et une entreprise à la dérive. « Combien veulent-elles » demanda-t-il finalement. 100 000 de plus, chacune. « Ah, c'est absurde. On s'était mis d'accord sur 50. »« L'inflation, mon ami, » rit Édouard sans humour. « Le coût d'une vie a augmenté. » Richard sentit son estomac se nouer. Il n'était pas un assassin. Il n'avait jamais vraiment voulu faire de mal à la fillette, juste la retirer de l'équation. L'envoyer loin, peut-être pour adoption dans une autre région. Mais Édouard avait été clair. Les faux accidents avaient tendance à devenir réels lorsqu'ils étaient examinés de près. « D'accord, » céda-t-il finalement. « Mais je veux des garanties que cette fois, ça se fera. J'en ai assez d'attendre. »« Samedi, » répondit Édouard. « Au jardin du Luxembourg, pendant la promenade hebdomadaire, la foule, la confusion, l'enfant disparaît. C'est simple. » En raccrochant, Richard resta à fixer le vide de son luxueux bureau. Quelque part, enfoui sous des couches d'ambition et de ressentiment, sa conscience tentait d'émerger. Des images de Laura, la filleule qu'il avait bercée à l'hôpital juste après sa naissance, à qui il avait acheté le premier ours en peluche, tentait de percer la carapace qu'il s'était construite. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Le plan était en mouvement, et il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Pas alors qu'il était si près d'avoir ce qu'il avait toujours mérité. La pluie tombait drue ce mercredi-là lorsque Madame Solange trouva l'enveloppe. Elle faisait le ménage hebdomadaire dans la chambre des sœurs Gonzalez, une tâche qu'elle insistait pour faire personnellement, malgré les protestations de Carmen. Une maison propre reflète une âme propre. Elle avait coutume de dire la gouvernante, avec cette sagesse simple de celle qui a assez vécu pour connaître les recoins sombres de la nature humaine. L'enveloppe était cachée dans un livre pour enfants, un de ceux que Carmen lisait à Laura avant de dormir. Ce n'était pas dans la nature de Madame Solange de fouiner, mais quelque chose, peut-être l'instinct, peut-être l'expérience, la poussa à l'ouvrir. Le contenu la glaça, des photos des sœurs Gonzalez à côté d'un homme inconnu devant un entrepôt abandonné. D'autres photos.
les deux transportant ce qui semblait être un corps enveloppé dans une bâche. Et le pire, une lettre en espagnol détaillant un plan pour en finir avec la petite Marchand, le samedi suivant, au jardin du Luxembourg. La gouvernante s'assit sur le bord du lit, ses jambes soudain trop faibles pour la soutenir. Un instant, elle voulut croire qu'elle avait mal compris que son espagnol rouillé la trahissait. Mais les images ne mentaient pas, ni les dates et les heures détaillées dans le document. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en faisant le signe de croix. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» La réponse vint immédiatement. Le dire à Guillaume, bien sûr, appeler la police. Empêcher cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Mais ensuite, elle se souvint de l'expression de Carmen berçant Laura pour l'endormir la veille au soir, du soin authentique qu'elle manifestait, de la patience infinie, de l'affection qui semblait impossible à feindre. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire. Elle glissa l'enveloppe dans la poche de son tablier et descendit les escaliers, décidée à confronter Carmen dès son retour de la promenade matinale avec Laura. Elle devait entendre la vérité de sa bouche avant de prendre la moindre décision. Au square, près de la résidence, Carmen poussait Laura sur la balançoire, observant le large sourire de la fillette à chaque fois qu'elle montait un peu plus haut. Autour d'elle, d'autres nounous discutaient en petits groupes, échangeant des histoires sur leurs employeurs, se plaignant des salaires, partageant des astuces pour calmer les enfants ayant des coliques ou des cauchemars. Carmen se tenait à l'écart de ces groupes. Elle avait peur de se faire des amis, de s'impliquer, de devoir mentir encore plus. Sa vie était déjà une toile de mensonges suffisamment complexe. Plus haut, demandait Laura dans son langage encore limité, mais de plus en plus clair chaque jour. Juste un peu plus, mi cielo, répondit Carmen, riant de l'enthousiasme de la petite. Si tu vas plus haut, tu vas t'envoler jusqu'aux nuages. Que se m'a si je volais, répéta la fillette en applaudissant. C'est à ce moment que Carmen remarqua la femme, grande, élégante, les cheveux sombres attachés en un chignon sévère. Elle l'observait fixement de l'autre côté du square, sans dissimuler son intérêt. Lorsque leurs regards se croisèrent, la femme se mit à marcher dans sa direction. Le cœur de Carmen s'accéléra. Était-ce quelqu'un envoyé par Édouard pour la surveiller? Ou pire, pour s'assurer que le plan serait exécuté samedi? « Tessin, bonjour, » dit l'inconnu en s'approchant. « Vous devez être Carmen, la nounou de la petite Laura Marchand. » Carmen tira instinctivement la balançoire vers elle, se plaçant entre la femme et l'enfant. « Oui, c'est moi. Et qui êtes-vous » La femme sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je m'appelle Béatrice André. Je suis avocate, et je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire au sujet de votre employeur. »« Je ne comprends pas, » dit Carmen, sentant son estomac se nouer. « Si Monsieur Marchand a besoin de me parler, il sait où me trouver. Ce n'est pas de Guillaume Marchand que je veux parler, » répondit Béatrice en baissant la voix. « C'est de Richard Albert, et d'un homme nommé Édouard Marquez ou Robert, comme il préfère se faire appeler par ses employés. » Le monde sembla se figer autour de Carmen. Comment cette femme était-elle au courant? « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » murmura-t-elle, prenant Laura dans ses bras et se préparant à partir le plus vite possible. « Je suis au courant pour les photos, » continua Béatrice, lui barrant subtilement le chemin. « Pour le chantage, pour le plan de samedi. » Carmen sentit ses jambes flageoler. « Qui êtes-vous vraiment? »« Quelqu'un qui peut vous aider si vous êtes prête à faire ce qu'il faut. » Répondit la femme en lui tendant une carte. « Appelez-moi aujourd'hui, seule. J'ai une proposition qui pourrait vous sauver, vous, votre sœur, et surtout cet enfant innocent. » Avant que Carmen ne puisse répondre, Béatrice s'éloigna avec la même élégance qu'elle était arrivée, se mêlant rapidement aux piétons sur le trottoir animé. Laura en sécurité dans ses bras, Carmen regarda la carte dans sa main tremblante. Béatrice André, détective privé, et un numéro de téléphone. Au verso écrit à la main, un message qui lui glaça le sang. « Je sais que vous voulez faire ce qui est juste. Il n'est pas trop tard. » Que là Guillaume sut que quelque chose n'allait pas dès qu'il entra dans la maison ce soir-là. Le silence était différent. Ce n'était pas le silence paisible d'une maison en ordre, mais le silence tendu qui précède les tempêtes. Madame Solange l'attendait dans le salon, ses mains agitées, lissant et relissant le même point de son tablier. En 15 ans de travail ensemble, il ne l'avait jamais vue aussi agitée. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en posant sa mallette sur le canapé. « C'est Laura. La petite va bien, » s'empressa de répondre la gouvernante. « Elle dort. Carmen vient de la mettre au lit. »« Alors,
Madame Solange hésita, regardant ses propres mains un instant avant de le fixer. « Je dois vous montrer quelque chose. Quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui dans la chambre des sœurs Gonzalez. » Elle lui tendit l'enveloppe, maintenant un peu froissée à force d'avoir été tenue toute la journée. Guillaume la prit avec une expression confuse. « Solange, vous savez que nous n'avons pas l'habitude de fouiller dans les affaires des employés. S'il y avait quelque chose de privé... »« Ouvrez !» l'interrompit-elle avec une fermeté inhabituelle. « S'il vous plaît, monsieur Guillaume, ouvrez. » Le ton de sa voix, urgent, presque désespéré, le fit obéir sans plus de questions. À mesure qu'il examinait le contenu, son visage perdit sa couleur. Quand il eut fini de lire la lettre, ses yeux étaient durs comme de la pierre. « Où sont-elles maintenant ?» demanda-t-il avec un calme forcé qui dissimulait mal la fureur grandissante. « Carmen est dans la chambre de Laura. Solène est sortie il y a 1 heure. Elle a dit qu'elle allait acheter un médicament pour un mal de tête. » Guillaume se dirigeait déjà vers les escaliers lorsque Madame Solange le retint par le bras. « Attendez, monsieur. Il y a autre chose. » Il se retourna impatient. Que pouvait-il y avoir de plus? Il avait déjà assez de preuves que les femmes à qui il avait confié la vie de sa fille projetaient de la tuer, ou de la kidnapper, ou Dieu sait quoi d'autre. « Carmen est venue me voir cet après-midi, » continua la gouvernante, « avant que je ne vous montre ça. Elle a tout raconté. » Raconter quoi exactement? Le chantage. Comment elle et sa sœur ont été contraintes de participer à ce plan? Comment Richard est derrière tout ça? La mention du nom de son associé et ami d'enfance frappa Guillaume comme un coup de poing dans l'estomac. Richard? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? C'est tout, selon Carmen. C'est lui qui a engagé un certain Édouard pour recruter les filles. L'idée était d'utiliser 2 immigrantes vulnérables, avec un passé compliqué, pour s'approcher de vous et au bon moment, faire du mal à Laura. Guillaume s'assit lourdement sur le canapé, son esprit essayant de traiter l'énormité de la trahison. Richard, son meilleur ami, le parrain de Laura, l'homme qui lui avait tenu la main à l'hôpital à la mort de Patricia. « Pourquoi ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Madame Solange. « Le pouvoir, l'argent, comme toujours, » répondit la gouvernante, avec la sagesse de celle qui a vu de nombreuses trahisons au cours de sa vie. Carmen a dit que Richard s'est toujours senti plus méritant de l'entreprise, que votre père aurait dû lui laisser le contrôle, pas à vous. Guillaume ferma les yeux, se souvenant de conversations anciennes, de regards qu'il n'avait pas compris à l'époque, de commentaires subtils qui semblaient inoffensifs sur le moment. Comment avait-il pu être si aveugle? Et pourquoi Carmen raconte-t-elle ça maintenant? Le plan n'était-il pas pour samedi? Parce qu'elle s'est attachée à la petite, à notre Laura, y répondit Madame Solange en s'asseyant à côté de lui. Oh, et parce que... Eh bien, je crois qu'elle s'est attachée à vous aussi, monsieur. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas vivre en sachant qu'elle a détruit une famille qui a déjà tant souffert. Quelque chose s'agita en Guillaume, une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer, mêlée à la colère et à la peur qui dominaient ses pensées. Je ne peux pas simplement la croire, Solange. Ces photos? La lettre. Je sais. C'est pourquoi elle a suggéré un plan. Un moyen de prendre Richard et cet Édouard en flagrant délit, en prouvant tout. Guillaume leva les yeux, croisant le regard sincère de la gouvernante qui était presque une mère pour lui depuis son adolescence. Quel plan? Carmen observait Laura dormir, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme tranquille, ses boucles sombres éparpillées sur l'oreiller. Combien de nuits avait-elle passé ainsi, veillant sur le sommeil de cet enfant qui, sans le vouloir, avait ouvert une brèche dans son cœur blindé? « Pardonne-moi, mi Angel, » murmura-t-elle, caressant légèrement la joue de la fillette. « Os d'avoir failli être un monstre dans ta vie. » Le bruit de la porte qui s'ouvrait la fit se retourner rapidement. Guillaume se tenait là, le visage un masque illisible, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui la fit reculer instinctivement. « Madame Solange m'a tout raconté, » dit-il, la voix basse pour ne pas réveiller Laura. « Elle m'a aussi montré l'enveloppe. » Carmen acquiesça, résignée. Elle s'y attendait depuis qu'elle s'était confessée à la gouvernante des heures plus tôt. Une partie d'elle se sentit même soulagée. Le poids du secret était devenu insupportable. « Je comprendrai si vous voulez appeler la police, » dit-elle, gardant sa dignité malgré la peur. « Je vous demande juste de me laisser tout expliquer avant. Non pas pour me justifier, mais pour que vous ayez toutes les informations. » Guillaume s'approcha du berceau,
observant sa fille un moment avant de fixer à nouveau la nounou. « Pourquoi devrais-je vous croire maintenant? Comment savoir que ce n'est pas une autre manipulation ?» C'était une question juste. Carmen prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Je n'ai aucun moyen de prouver mes intentions maintenant. Je ne peux le prouver que par des actions. C'est pourquoi je me suis proposé pour aider à arrêter Richard et Édouard, même en sachant que je pourrais finir en prison ou être expulsé après. » Elle tendit la main, montrant la carte qu'elle avait reçue plus tôt. « Cette femme m'a abordé aujourd'hui au square. Elle est au courant du plan de tout. Elle a dit qu'elle pouvait aider, mais que je devais l'appeler. Je pense qu'elle enquête sur Richard pour d'autres raisons. » Guillaume prit la carte, l'examinant avec méfiance. « Béatrice André, jamais entendu parler. » Moi non plus, jusqu'à aujourd'hui. Mais elle connaissait des détails que seule une personne très proche de l'affaire pourrait connaître. Un silence tendu s'installa entre eux, brisé uniquement par la respiration douce de Laura. « Madame Solange a mentionné un plan, » dit finalement Guillaume. « Quelque chose pour prendre Richard en flagrant délit. » Carmen acquiesça, reconnaissante qu'il envisage au moins la possibilité. « Oui, si nous poursuivons le plan initial, la promenade au jardin du Luxembourg samedi, mais avec la police prête, nous pourrions capturer Édouard en flagrant délit, et avec lui, remonter jusqu'à Richard, en utilisant ma fille comme appât, » compléta Guillaume, la voix chargée de scepticisme. « Vous pensez vraiment que je permettrais ça? » « Pas comme un véritable appât, » s'empressa de dire Carmen. « Nous pourrions utiliser une poupée dans la poussette, couverte de couverture. De loin, on dirait Laura. Édouard ne s'approcherait pas assez pour voir la différence avant qu'il ne soit trop tard. Et où serait ma fille pendant cette mise en scène? Faites-un en sécurité avec vous, ou avec quelqu'un de votre totale confiance. » Guillaume se mit à arpenter la chambre pensif. L'idée était risquée, mais elle pourrait fonctionner. Si Richard complotait vraiment contre lui, utilisant ses femmes pour atteindre Laura, il lui fallait des preuves concrètes. Les mots et les accusations ne suffiraient pas contre un homme ayant l'influence et les ressources de Richard Albert. « Et votre sœur » demanda-t-il soudainement. « Elle est dans le coup aussi ?» Carmen hésita. « Solène ?» Elle a peur. Édouard la contrôle plus que moi. Il lui a fait du mal plusieurs fois. Physiquement, je veux dire. L'expression de Guillaume s'adoucit un peu. Derrière la colère et la méfiance, il y avait encore l'homme qui avait été ému par l'histoire de deux immigrantes fuyant un pays en plein effondrement. Vous comprenez que je ne peux pas simplement vous faire confiance maintenant. N'est-ce pas, que j'ai besoin de plus que des mots? Je comprends, répondit-elle en soutenant son regard. C'est pourquoi je suggère que nous appelions cette détective, ensemble, maintenant. Si elle est prête à nous aider, nous aurons peut-être une chance que ça marche. Guillaume regarda de nouveau sa fille endormie, si petite, si vulnérable. Puis la femme qui, pendant 3 mois, s'était occupée d'elle avec une affection qui semblait trop authentique pour être feinte. « Très bien, » décida-t-il finalement. « Appelons-la. Mais si je sens, ne serait-ce qu'une seconde, que c'est un autre piège. »« Ce n'en est pas un, » interrompit doucement Carmen. « Je choisis un camp, Guillaume, le sien. » Elle désigna Laura. « Et le vôtre. » Alors qu'ils sortèrent de la chambre d'enfant, laissant la petite Laura protégée dans son sommeil innocent, aucun des deux ne remarqua l'ombre qui se déplaçait dans le couloir sombre. Solène, qui était revenue sans être remarquée, en avait assez entendu pour savoir que sa sœur avait trahi le plan. Et avec lui, peut-être la seule chance qu'elles avaient d'échapper aux griffes d'Édouard. Les yeux embués de larmes, de peur ou de colère, elle-même ne savait pas faire la différence. Elle sortit son téléphone de sa poche et tapa un message rapide. Elle a tout raconté. Ils préparent un piège pour samedi. De l'autre côté de la ville, dans son luxueux appartement, Richard Albert reçut le message avec un sourire froid. À ses côtés, Édouard Marquez préparait déjà une alternative au plan initial. « S'ils veulent jouer, » murmura Richard en se servant une généreuse dose de whisky, « nous allons jouer, mais selon mes règles. » Pendant ce temps, dans un hôtel discret du centre-ville, Béatrice André organisait des documents et des enregistrements accumulés au fil de mois d'enquête. Parmi eux, un en particulier se distinguait. La copie d'un ancien contrat de marchand textile, signé par le défunt père de Guillaume, avec une clause spécifique sur la succession de l'entreprise qui n'avait jamais été révélée au fils. « Enfin !» murmura-t-elle pour elle-même lorsque le téléphone sonna affichant un numéro inconnu. « La pièce manquante du puzzle !»
Chapitre 3. Le sauvetage. La nuit tombait sur Paris lorsque 3 personnes se réunirent autour de la table de la salle à manger du penthouse des Marchands. Guillaume, tendu et alerte, observait l'interaction entre Carmen et la femme qui s'était présentée comme Béatrice André. Madame Solange se tenait debout, près de la porte, telle une sentinelle silencieuse. À l'étage, Laura dormait, inconsciente de la tempête qui se formait autour d'elle. « J'enquête sur Richard Albert depuis près d'1 an », expliquait Béatrice en ouvrant un dossier sur la table. « Pas seulement à cause de cette affaire, mais pour une série de fraudes d'entreprise qu'il commet. »« Fais-ce pourquoi ?» demanda Guillaume, toujours méfiant. « Faire qui paie pour cette enquête ?» Béatrice sourit, comprenant sa prudence. « À l'origine, j'ai été engagé par la veuve de Maurice Portel. Vous vous souvenez de lui ?» Le nom frappa Guillaume comme un éclair. Maurice avait été le chef comptable de Marchand Textile pendant plus de 2 décennies, travaillant directement avec son père. Il était mort de manière tragique, un suicide apparent, quelques semaines avant le décès du vieux Antoine Marchand. Maurice ne s'est pas suicidé, continua Béatrice, interprétant correctement l'expression de Guillaume. Il avait découvert que Richard détournait de l'argent de l'entreprise depuis des années, avec des comptes fictifs à l'étranger, des comptes qui sont toujours actifs d'ailleurs. La détective sortit d'autres documents du dossier, des relevés bancaires, des virements, des documents avec des signatures que Guillaume reconnut immédiatement. « Comment avez-vous obtenu ça ? Par des méthodes non conventionnelles, disons, » répondit-elle énigmatique. « L'important, c'est que ce sont des preuves réelles. Et il y a plus. » Elle fit glisser un document jauni sur la table. C'était une copie du testament d'Antoine Marchand avec une clause soulignée en rouge. En cas de décès prématuré de mon fils, Guillaume Marchand, ou d'incapacité permanente l'empêchant de gérer l'entreprise, toutes ses actions seront transférées à sa descendance directe, sous la tutelle de Richard Albert, jusqu'à la majorité légale de l'héritier. Lut Guillaume à voix haute, l'estomac se nouant à chaque mot. Ça signifie que s'il vous arrive quelque chose, Richard prend le contrôle total de l'entreprise jusqu'à ce que Laura ait 18 ans, compléta Béatrice. Et avouons-le, les accidents arrivent souvent pendant cette période. Carmen sentit un frisson lui parcourir l'échine. La cruauté du plan était encore plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de faire disparaître la fillette, il s'agissait de créer un chemin direct pour que Richard prenne les rênes de l'entreprise pendant près de 2 décennies. Mais si Laura disparaissait, demanda Guillaume, la voix presque brisée en prononçant ces mots, la clause ne serait pas activée. Exactement, confirma Béatrice. C'est pourquoi le plan a changé. Initialement, Édouard Marquez a été engagé pour simplement retirer Laura de l'équation. Un faux accident, une disparition inexpliquée, quelque chose qui vous détruirait émotionnellement, vous mènerait au bord de l'effondrement, peut-être même au suicide. Et quand ça n'est pas arrivé, continua Carmen, comprenant maintenant l'étendue de la manipulation, ils ont adapté le plan. Ce ne serait plus seulement Laura, ce serait vous aussi. 2 accidents distincts, apparemment sans lien, acquiesça Béatrice. D'abord la fille, puis le père dévasté qui n'arrive pas à surmonter, parfaitement compréhensible pour n'importe qui. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, tandis que Guillaume digérait ces informations. La trahison de Richard, son ami d'enfance, semblait incompréhensible, et pourtant, en y repensant, en se remémorant de petits signes ignorés au fil des ans, tout commençait à prendre un sens terrible. « Comment avez-vous découvert l'existence de Carmen et Solène ?» demanda-t-il finalement en se tournant vers Béatrice. « J'ai intercepté des communications entre Édouard et Richard. Quand j'ai compris qu'ils recrutaient 2 immigrantes pour le sale boulot, j'ai commencé à surveiller leurs activités également. C'était risqué d'aborder Carmen directement. Mais quelque chose me disait qu'elle n'était pas totalement engagée dans le plan. » Carmen baissa les yeux honteuse. « J'aurais dû faire quelque chose avant. J'aurais dû tout raconter dès que j'ai compris ce qui se passait. »« La peur est une arme puissante, » répondit Béatrice avec une gentillesse surprenante. « Édouard Marquez est un expert pour l'utiliser. Vous n'êtes pas la première à tomber dans son piège. » Guillaume se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. La ville brillait au dehors, des millions de lumières parsemant l'obscurité, comme si rien n'allait de travers dans le monde, comme si sa vie n'était pas en train de s'effondrer pour la 2e fois en moins de 2 ans. « Que suggérez-vous que nous fassions ?» demanda-t-il sans se retourner. «
Nous ne pouvons pas simplement aller à la police maintenant, répondit Béatrice. Richard y a des contacts. Nous devons les prendre en flagrant délit, avec des preuves irréfutables. Le plan du parc, murmura Carmen. Ça peut marcher, mais nous devons le modifier. Béatrice acquiesça, s'approchant de la table pour esquisser un schéma rapide sur un papier. L'essentiel est qu'Édouard croit que tout se déroule comme prévu. Pour cela, Solène doit continuer à faire semblant d'être de leur côté. Solène. Carmen sentit une boule se former dans sa poitrine. Je ne sais pas si nous pouvons lui faire confiance. Elle est effrayée, vulnérable. Édouard la contrôle d'une manière que... Ces mots furent interrompus par le bruit de pas précipités. Madame Solange, qui était restée silencieuse jusqu'alors, ouvrit la porte et jeta un œil dans le couloir. « Car est Solène » annonça-t-elle à voix basse. « Elle vient d'arriver et elle n'est pas seule. » Le cœur de Carmen s'accéléra. Qui est avec elle? Avant que la gouvernante ne puisse répondre, Solène entra dans la salle à manger. Son visage était pâle, ses yeux rouges de quelqu'un qui a pleuré pendant des heures. Et juste derrière elle, Édouard Marquès, grand, élégant dans son costume coûteux, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Bonsoir à tous », dit-il avec une fausse cordialité. « J'espère ne rien interrompre d'important. » Carmen se leva d'un bond, la terreur peinte sur son visage. Guillaume se plaça immédiatement entre Édouard et le couloir menant à la chambre de Laura. « Qui êtes-vous et que faites-vous chez moi » demanda-t-il avec un calme forcé. « Robert Almeida » répondit l'homme en tendant une main que personne ne serra. « Je suis, disons, le responsable des demoiselles Gonzalez en France. Je suis venu vérifier si tout allait bien pour elles. » Béatrice resta assise, faisant lentement glisser les documents dans son dossier, sans quitter Édouard des yeux. Il la remarqua, fronçant légèrement les sourcils. « Et madame est ?»« Une amie de la famille, » répondit Guillaume, avant que Béatrice ne puisse dire quoi que ce soit. Et nous étions en pleine conversation privée. Édouard sourit à nouveau, ses yeux étudiant chaque détail de la pièce, chaque personne, chaque expression. « Bien sûr, je ne compte pas déranger. Je voulais juste confirmer les détails de la promenade de samedi. Solène a mentionné quelque chose à propos du jardin du Luxembourg ?» Le regard accusateur que Carmen lança à sa sœur fut accueilli par des larmes silencieuses. Solène ressemblait à une marionnette, les filles invisibles clairement tenues par l'homme à ses côtés. « Oui, je pensais emmener Laura voir les cygnes », répondit Carmen, essayant de garder une voix ferme. Elle n'y est jamais allée. « Merveilleux !» s'exclama Édouard avec un enthousiasme exagéré. « Les enfants adorent ce parc. Peut-être que je passerai par là aussi, pour un moment de détente. » La menace voilée plana dans l'air comme un poison invisible. Guillaume fit un pas en avant, sa patience s'épuisant rapidement. « Je vous remercie de votre visite, monsieur Almeida, mais il se fait tard et nous avons des choses à régler. » Édouard acquiesça, nullement déstabilisé par l'hostilité évidente. « Certainement. J'ai juste besoin d'un moment seul avec Carmen pour discuter de quelques détails administratifs concernant son visa de travail. » « Non !» La réponse de Guillaume fut immédiate et tranchante. « Toute conversation que vous devez avoir avec mes employés peut se faire pendant les heures de travail normales et en ma présence. » Mais quelque chose s'assombrit dans les yeux d'Édouard, un éclair de colère rapidement maîtrisé. « Comme vous voudrez. Dans ce cas, je reviendrai demain, aux heures de bureau. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta près de Solène, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui fit pâlir encore plus la jeune femme. « À demain, mesdames et messieurs, » dit-il en guise d'adieu avec une petite révérence théâtrale. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer. » Quand la porte se referma enfin derrière lui, Carmen s'effondra sur sa chaise, tremblant visiblement. Solène resta immobile comme une statue, jusqu'à ce que madame Solange la conduise gentiment à s'asseoir également. « Il sait, » murmura Carmen en regardant Béatrice. « Il a compris qui vous êtes. »« Probablement, » convint la détective, étonnamment calme. « Ce qui signifie que nous devons agir plus vite que prévu. Il va immédiatement faire son rapport à Richard. » Guillaume prit son téléphone. « Je vais appeler la police tout de suite. »« Non !» s'exclamèrent Carmen et Béatrice à l'unisson. « Richard a des contacts dans la police, vous vous souvenez ?» poursuivit Béatrice. « Si vous déposez une plainte officielle maintenant, sans preuve concrète, ça ne mènera à rien, et ça mettra tout le monde en danger. » Alors, que suggérez-vous? Que j'attende simplement qu'il tente quelque chose contre ma fille? Solène, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla enfin,
la voix étranglée. Édouard a changé le plan. Ce ne sera plus samedi. Tous se tournèrent vers elle. Carmen s'approcha de sa sœur, lui prenant les mains. « Qu'est-ce que tu sais, Sol? Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Ce sera demain, » répondit Solène, les larmes coulant maintenant librement. « Dans l'après-midi, quand tu emmènes normalement Laura au square, il a des hommes en position. Ils feront en sorte que ça ressemble à un enlèvement banal, comme il y en a tous les jours en ville. » Guillaume sentit le sang se glacer dans ses veines. « Et pourquoi nous dis-tu ça maintenant? Pourquoi devrions-nous te croire, après tout ?» Solène leva les yeux, affrontant Guillaume pour la première fois. « Parce qu'il a dit que, si je n'aidais pas, il tuerait aussi Carmen. Et j'ai peut-être fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, monsieur Marchand, mais je ne pourrais pas vivre en sachant que j'ai causé la mort de ma seule sœur. » Carmen serra Solène fort dans ses bras, toutes deux pleurant maintenant ouvertement. Guillaume échangea un regard avec Béatrice, qui semblait évaluer rapidement toutes les options disponibles. « Nous devons faire sortir Laura d'ici ce soir, » dit finalement la détective. « L'emmener dans un endroit sûr que ni Richard ni Édouard ne connaissent. »« Où ?» demanda Guillaume, son esprit s'emballant pour trouver une solution. « Tous les endroits évidents. Maison de campagne, appartement à la mer. Richard les connaît. » Madame Solange, qui avait tout observé en silence jusqu'alors, fit un pas en avant. « Ma sœur a une petite auberge à Cassis. Un endroit simple mais propre et isolé. Personne ne penserait à chercher la fille de Guillaume Marchand là-bas. » Béatrice acquiesça. « Ça peut marcher. Mais vous ne pouvez pas y aller, Guillaume. Ils surveilleront vos moindres mouvements. Nous avons besoin que vous mainteniez votre routine normale, que vous alliez au bureau demain, comme si de rien n'était. Dan, vous êtes folle? Je ne vais pas me séparer de ma fille. » « C'est le seul moyen de la protéger, » insista Béatrice. « Si vous disparaissez avec elle, ils sauront que le plan a été découvert. Nous devons maintenir la comédie. » Un jour de plus, juste un jour, pour rassembler les preuves et les prendre en flagrant délit. Guillaume se passa les mains dans les cheveux, le désespoir évident dans chaque geste. Et qui emmènerait Laura? À qui puis-je confier sa vie? Un silence pesa dans la pièce. Puis, à la surprise de tous, Solène se manifesta. Carmen. Carmen devrait y aller avec elle. Personne ne s'occupe mieux de Laura que ma sœur. Guillaume regarda Carmen, la femme qu'il avait découverte, quelques heures plus tôt, impliquée dans un complot visant à blesser sa fille. La même femme qui avait tout risqué pour dire la vérité, pour tenter de protéger Laura. « Vous iriez ?» demanda-t-il, la voix chargée d'une émotion contradictoire, méfiance, espoir, peur. Carmen acquiesça, les yeux encore embués de larmes. « Je protégerai Laura de ma propre vie, s'il le faut. Vous avez ma parole. »« Les paroles ne signifient plus grand-chose maintenant, » répondit-il durement. « Alors ne vous fiez pas aux paroles, » intervint Béatrice. « Fiez-vous aux actions. Carmen aurait pu suivre le plan. Elle aurait pu vous trahir de 1000 manières. Au lieu de ça, elle est ici, s'exposant au danger. » Guillaume regarda, chaque visage dans la pièce, évaluant les options, calculant les risques. Finalement, ses yeux se posèrent à nouveau sur Carmen. « S'il arrive quelque chose à ma fille... »« Il n'arrivera rien, » dit m'assura-t-elle, en soutenant son regard. « Je vous le promets, Guillaume. Je la protégerai comme si c'était la mienne. » L'aube pointait déjà lorsque la voiture de Madame Solange quitta le garage de l'immeuble, emmenant Carmen et Laura endormies sur la banquette arrière. Béatrice suivait dans un autre véhicule, quelques mètres derrière, s'assurant qu'il n'était pas suivi. Dans l'appartement, Guillaume restait éveillé, fixant la ville par la fenêtre de son bureau, un verre de whisky intact sur la table à côté. Solène avait été conduite dans un hôtel discret du centre, protégé par un garde du corps de confiance de Béatrice. La maison était étrangement vide et silencieuse. Le téléphone sonna, coupant le silence comme une lame de rasoir. C'était Richard. « J'ai appris que tu as eu un visiteur inattendu ce soir, » dit-il sans préambule. « Roberts est un peu impulsif parfois. J'espère qu'il n'a pas causé de problème. » Guillaume prit une profonde inspiration, se forçant à paraître naturel. « Rien que je ne puisse gérer. Mais j'avoue avoir été surpris par sa visite. Face à... Il s'inquiète juste pour les filles. Tu sais comment sont ces immigrés, toujours besoin d'une surveillance supplémentaire. » La désinvolture avec laquelle Richard parlait des femmes qu'il prévoyait d'utiliser comme boucs émissaires retourna l'estomac de Guillaume de dégoût. Comment n'avait-il pas perçu plus tôt la cruauté derrière la façade amicale? « Bien sûr, » répondit-il en gardant une voix neutre. « Une autre raison d'appeler si tard.
Une brève hésitation de l'autre côté. Je voulais juste confirmer notre réunion de demain avec les investisseurs chinois. C'est un contrat important. On ne peut pas le rater. J'y serai, assura Guillaume. Comme toujours. Excellent. Ah, et Guillaume? Fais un bisou à la petite Laura de ma part. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Le téléphone raccrocha, avant que Guillaume ne puisse répondre. La mention du nom de sa fille, venant de ses lèvres, sonna comme une profanation. Il serra le verre si fort qu'il faillit le briser. Son portable vibra avec un message de Béatrice. « Arrivez en sécurité. » Personne ne les a suivis. Une vague de soulagement le parcourut, immédiatement remplacée par une nouvelle vague de tension. Laura était en sécurité pour l'instant, mais la partie n'était pas encore terminée, et le prochain coup serait crucial. Dans une simple auberge en bord de mer, entourée de montagnes et de la garrigue, Carmen berçait Laura pour la rendormir après le long voyage. La fillette s'était réveillée effrayée dans un environnement inconnu, mais la voix douce de Carmen chantant la même berceuse vénézuélienne que d'habitude l'avait rapidement calmée. La chambre était simple, un lit double, un berceau improvisé, des murs d'un blanc délavé par le temps et l'air marin, si différent du luxueux appartement parisien et pourtant d'une certaine manière plus accueillant en ce moment de crise. « Repose-toi, Michiello », murmura Carmen, observant Laura s'endormir enfin. « Demain sera un jour meilleur, je te le promets. » Un léger coup à la porte annonça l'arrivée de Léonore, la sœur de Madame Solange, une dame au visage aimable et aux yeux perspicaces, portant un plateau avec du thé et des biscuits. « La petite s'est endormie » demanda-t-elle à voix basse en posant le plateau sur la petite table près de la fenêtre. Carmen acquiesça, s'éloignant du berceau pour ne pas troubler le sommeil de Laura. « Merci de nous recevoir ainsi, si soudainement. Solange m'a expliqué que c'est une urgence familiale, » répondit la dame, sans poser de questions supplémentaires. « Le thé vous aidera à vous détendre. On dirait que vous portez le monde sur vos épaules, ma petite. » Carmen sourit tristement, acceptant la tasse fumante. « Quelque chose comme ça !» Quand Léonore fut partie, Carmen s'assit près de la fenêtre, observant la lune se refléter sur la mer calme de la baie. Elle pensa à Guillaume, seul dans cet appartement vide, probablement rongé par l'inquiétude. Elle pensa à Solène, à comment elles en étaient arrivées là, deux jeunes Vénézuéliennes qui ne voulaient qu'une vie meilleure, maintenant empêtrées dans une intrigue de cupidité et de vengeance. Son portable vibra avec un message. C'était Béatrice. Plan en cours. Richard a confirmé la réunion avec Guillaume demain. Restez sur vos gardes et ne communiquez avec personne d'autre que moi. Carmen répondit par un simple « OK ». K éteignit son téléphone et le cacha dans son sac. Puis elle s'approcha de nouveau du berceau improvisé où dormait Laura, les petits poings fermés près de son visage, la respiration douce et régulière. « Je vais arranger ça », promit-elle tout bas, caressant légèrement les cheveux de la fillette. « Pour toi, pour ton père, et même pour moi. » Dehors, les vagues se brisaient doucement sur la plage, un rythme constant et rassurant. Carmen s'autorisa enfin quelques heures de repos, sachant que le lendemain exigerait toute sa force et son courage. Le matin à Paris se leva gris, avec une bruine fine qui enveloppait les bâtiments d'une brume mélancolique. Guillaume Marchand quitta son appartement à l'heure habituelle, vêtu d'un de ses costumes impeccables, sa mallette en cuir italien à la main, l'expression sérieuse de toujours. Pour tout observateur occasionnel, et il savait qu'il était observé, cela ressemblait juste à un autre jour dans la vie de l'homme d'affaires. Dans la voiture, avec son chauffeur habituel, il s'autorisa à vérifier rapidement son téléphone. Aucun nouveau message de Carmen ou de Béatrice. C'était bon signe. Cela signifiait que tout se déroulait comme prévu. En arrivant à l'imposant siège de Marchand Textile, il salua les agents de sécurité et les réceptionnistes avec sa cordialité habituelle. Dans l'ascenseur, seul pendant quelques secondes, il ferma les yeux et prit une profonde inspiration, se préparant au moment où il affronterait Richard face à face. Sa secrétaire l'accueillit avec un sourire. « Bonjour, Monsieur Marchand. Monsieur Albert est déjà dans la salle de réunion avec les investisseurs chinois. Ils ont demandé à être prévenus dès votre arrivée. Merci, Monique. Apportez du café pour tout le monde, s'il vous plaît. » Guillaume ajusta sa cravate, releva le menton et entra dans la salle de réunion avec la posture confiante que tout le monde attendait de lui. 5 hommes asiatiques, vêtus formellement, se levèrent pour le saluer. Et là se tenait Richard, souriant ouvertement,
comme s'il ne planifiait pas la destruction de son soi-disant meilleur ami. « Guillaume, on parlait justement de toi », s'exclama-t-il en s'approchant pour une accolade que Guillaume accepta avec raideur. « Je racontais à nos amis le projet d'expansion dans les Hauts-de-France. » Les 2 heures suivantes furent un exercice de maîtrise de soi pour Guillaume. Mener la réunion, discuter des projections financières et répondre à des questions techniques, tout en observant chaque mouvement de Richard, chaque regard furtif vers l'horloge, chaque SMS envoyé discrètement sous la table. À 11h30, Richard s'excusa pour prendre un appel urgent. Quand il revint quelques minutes plus tard, son visage trahissait une agitation mal dissimulée. « Tout va bien ?» demanda Guillaume, interrompant sa présentation avec une fausse préoccupation. « Oui, oui, juste un problème avec un fournisseur », répondit rapidement Richard. « S'il te plaît, continue. » À 12h45, la réunion se termina avec succès. Les investisseurs chinois semblaient satisfaits, promettant une réponse finale la semaine suivante. Alors qu'il prenait congé, le portable de Guillaume vibra dans sa poche. Un message de Béatrice. « Il bouge. Hommes en position au square. Attendez les instructions. »« Un déjeuner pour fêter ça ?» proposa Richard, posant la main sur l'épaule de Guillaume avec familiarité. « Ce restaurant japonais que tu aimes tant. Malheureusement, je ne peux pas. » répondit Guillaume, forçant un sourire. « J'avais promis à Carmen que je passerais à la maison pour déjeuner avec Laura. Tu sais comment elle est quand je ne tiens pas mes promesses. » Une lueur étrange passa dans les yeux de Richard. « Bien sûr, la famille d'abord, toujours. Une autre fois peut-être. » Ils se séparèrent dans le hall de l'immeuble. Guillaume monta dans sa voiture et demanda au chauffeur de le ramener chez lui, conscient qu'il était probablement suivi. Pendant ce temps, au square près de la résidence de Guillaume, 2 hommes attendaient patiemment, observant chaque nounou qui arrivait avec ses petits. L'absence de Carmen et Laura commençait à susciter l'inquiétude. L'un d'eux vérifia à nouveau sa montre. 13h15, bien après l'heure habituelle à laquelle la Vénézuélienne avait l'habitude d'amener la fillette. Au même moment, dans un café voisin, Solène González était assise nerveusement, remuant une tasse de café qu'elle ne buvait pas. De l'autre côté de la rue, dans la camionnette de surveillance improvisée, Béatrice surveillait chaque mouvement. Le téléphone de Solène sonna exactement comme prévu. « Où est ta sœur ?» La voix d'Édouard était irritée de l'autre côté de la ligne. « Je ne sais pas », répondit Solène, la voix tremblante, suivant le scénario convenu. « Elle n'est pas rentrée hier soir, après ton départ. J'ai pensé que peut-être que tu savais quelque chose. » Un silence tendu. Et l'enfant ? Elle n'est pas à la maison non plus. Je crois que Carmen l'a emmenée. Une série de jurons en espagnol suivis d'instructions rapides. « Reste où tu es. Je vais envoyer quelqu'un te chercher. » Et Solène ? Si tu me mens. La menace resta suspendue dans l'air. L'appel se termina. Solène rangea son téléphone avec des mains tremblantes et jeta un bref regard vers la camionnette de l'autre côté de la rue. Un signal convenu. Puis elle se leva et se dirigea lentement vers la sortie, comme on le lui avait demandé. Moins de 3 minutes plus tard, une voiture noire se gara devant le café. 2 hommes en descendirent et entraînèrent pratiquement Solène à l'intérieur. La camionnette de Béatrice commença à les suivre à distance. Le plan était en marche. L'appât avait été lancé. Dans l'appartement, Guillaume attendait anxieusement des nouvelles. Il était arrivé 10 minutes plus tôt. Maintenant, la comédie d'un père rentrant déjeuner avec sa fille. Madame Solange, suivant le plan, mettait la table comme si elle attendait réellement Carmen et Laura d'un moment à l'autre. Le portable de Guillaume sonna. C'était Richard. « Guillaume, quelque chose de terrible est arrivé. » La voix de son associé semblait inquiète. Une performance presque parfaite. « Je viens de recevoir un appel de Robert. Carmen a disparu avec Laura. » Guillaume sentit son cœur s'accélérer, bien qu'il sût que cela faisait partie du plan. « Quoi? Comment ça a disparu? Les personnes ne savent. Elles ne sont pas allées au square aujourd'hui. Elles ne sont pas à la maison. » Robert essaie de localiser sa sœur, Solène, pour obtenir des informations. « Mon Dieu !» Guillaume força sa voix à paraître désespéré, ce qui ne fut pas difficile, compte tenu du stress réel de la situation. « Je vais appeler la police immédiatement. »« Non !» La réponse vint trop vite. « Je veux dire, il vaut peut-être mieux attendre un peu. C'est peut-être juste un malentendu. Peut-être que Carmen a emmené la petite chez un médecin ou pour une promenade différente. » Sans me prévenir? Sans prévenir personne.
Guillaume éleva la voix, laissant transparaître la colère réelle qu'il ressentait pour Richard. « C'est de ma fille qu'on parle, Richard. »« Je sais. J'arrive tout de suite. Je serai là dans un quart d'heure. Ne fais rien d'ici là, s'il te plaît. » L'appel fut terminé. Guillaume échangea un regard avec Madame Solange, qui avait entendu toute la conversation. « Il arrive, » dit-il simplement. « Alors le plan fonctionne. » répondit la gouvernante, son visage habituellement aimable maintenant durci par la détermination. « Que Dieu protège notre petite !» Le téléphone sonna de nouveau. Béatrice, cette fois. Nous suivons Solène. Comme prévu, Édouard l'a récupérée. Il se dirige vers un entrepôt à Roissy, près de l'aéroport. « Richard vient ici », informa Guillaume. « Parfait. Garde-le là-bas. Fais en sorte qu'il appelle Édouard devant toi. Nous avons besoin d'un aveu, même partiel. » Guillaume raccrocha, l'esprit en ébullition. Comment allait-il faire pour que Richard se trahisse? Comment l'homme qu'il avait considéré comme un frère pendant tant d'années admettrait-il son plan cruel devant lui? La réponse vint comme un éclair. Rapidement, il appela Carmen. « J'ai besoin que tu enregistres un audio, » dit-il dès qu'elle répondit, « et que tu l'envoies sur mon portable dans les 10 prochaines minutes. » Dans l'entrepôt abandonné aux abords de Roissy, Solène était assise sur une chaise en métal face à Édouard Marquez. 2 hommes costauds montaient la garde près de l'unique porte. « Je vais te le demander une dernière fois, » dit Édouard, la voix dangereusement calme. « Taki Tahas, où est ta sœur avec l'enfant? Je t'ai déjà dit que je ne sais pas, » répéta Solène, la peur dans sa voix totalement authentique. Carmen ne m'a rien dit. Édouard s'approcha, lui saisissant le menton avec force. « Ne me mens pas, ma chère. Vous dormez dans la même chambre. Mangez à la même table. Carmen ne disparaîtrait pas sans te le dire. Mais c'est ce qu'elle a fait, » insista Solène. « Après ton départ hier, on s'est disputé. J'ai dit des choses horribles. Je l'ai accusée de nous trahir, de tout gâcher. Elle était furieuse. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle préférait tout risquer plutôt que de continuer comme ça. » Édouard étudia son visage, cherchant des signes de mensonge. Solène soutint son regard, les larmes coulant authentiquement, non pas pour la raison qu'il imaginait, mais pour la peur réelle qu'elle ressentait, pour le poids de la situation. Le portable d'Édouard sonna, interrompant l'interrogatoire. « C'était Richard. Dis-moi que tu as de bonnes nouvelles, » répondit-il en s'éloignant de quelques pas de Solène. « Je suis chez Guillaume en ce moment, » répondit Richard, la voix tendue. « Il est au bord de la crise de nerfs. Il pense que Carmen a enlevé sa fille. »« Et c'est le cas, » confirma Édouard. « Sauf que ce n'était pas le plan, bon sang. Elle devait simuler un accident, pas un enlèvement. »« Baisse la voix, » siffla Richard. « Guillaume pourrait entendre. Et ça complique tout. La police sera inévitablement impliquée. Alors accélère les choses. Fais-lui signer cette procuration que nous avons préparée, te transférant temporairement les pouvoirs, pendant qu'il gère la crise familiale. Une fois que tu auras le contrôle légal de l'entreprise, le reste sera facile. Cosmar, ce n'est pas si simple. Il est irrationnel. Il parle d'appeler le FBI, Interpol, tout le monde. Édouard jura à voix basse. Où est l'autre, la vieille gouvernante? Madame Solange, juste à côté de lui, comme un chien de garde. Débarrasse-t'en. J'ai besoin que Guillaume soit seul, vulnérable, et de préférence très saoul. Je ferai de mon mieux, répondit Richard. Et pour Carmen et la petite, laisse-moi faire. J'ai des hommes qui cherchent dans tous les aéroports, toutes les gares routières. Si elles essaient de quitter le pays, nous le saurons. Et si elles sont déjà parties? Édouard regarda Solène, qui observait la conversation avec des yeux écarquillés. Alors nous devrons utiliser notre plan B. L'appel se termina. Édouard retourna vers Solène, un sourire cruel aux lèvres. « Tu sais ce que c'est le plan B, ma chère ?» demanda-t-il doucement, en lui caressant le visage d'une manière qui la fit frissonner. « C'est quand tu endosses la responsabilité de tout. Enlèvement, meurtre, le package complet. Tu vas en prison pour toujours, pendant que ta sœur disparaît avec l'enfant. Tout le monde perd, sauf moi, bien sûr. » La peur dans les yeux de Solène était réelle. Mais elle savait que, dehors, Béatrice et son équipe attendaient le bon moment pour agir. Et quelque part sur la côte, Carmen protégeait Laura, la fillette innocente qui avait conquis son cœur contre toute attente. Dans l'appartement des marchands, Guillaume affrontait son propre démon. Richard arpentait le salon,
apparemment agité, jetant de temps en temps un coup d'œil à son téléphone, comme s'il attendait des nouvelles. « Je ne comprends pas », répétait Guillaume, la voix étranglée par une émotion authentique. Pourquoi Carmen ferait-elle ça? Elle semblait tellement aimer Laura. Elle s'occupait d'elle comme si c'était sa propre fille. Parfois, les gens ne sont pas ce que l'on croit, répondit Richard avec une note d'ironie que seul Guillaume pouvait percevoir. Robert avait certains soupçons sur les sœurs González, un passé problématique au Venezuela, peut-être des liens avec des éléments criminels. Et tu n'as pas jugé important de m'en avertir avant de les faire venir pour s'occuper de ma fille? Explosa Guillaume, la colère authentique donnant de la crédibilité à sa performance. Richard parut sincèrement mal à l'aise. Robert a assuré que ce n'était que des rumeurs, rien de confirmé. Et elles avaient d'excellentes références. Des références qu'il a lui-même fournies, j'imagine, rétorqua Guillaume avec acidité. À ce moment, son portable sonna. Un numéro inconnu. Guillaume répondit, mettant le haut-parleur comme prévu. « Monsieur Marchand ?» La voix de Carmen était tremblante, exactement comme il l'avait convenu. « Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. »« Carmen !» s'exclama Guillaume, le choc dans sa voix sonnant authentique. « Où est ma fille? Qu'as-tu fait d'elle? »« Elle va bien, elle est en sécurité, » répondit Carmen. « Mais je ne peux pas dire où nous sommes. Ce n'est pas sûr. » Richard s'approcha les yeux fixés sur le téléphone, essayant de paraître aussi surpris et indigné que Guillaume. « De quoi parles-tu? Pourquoi as-tu emmené ma fille? »« Car c'est pour la protéger. » La voix de Carmen se brisa légèrement. « Ils allaient lui faire du mal, monsieur Marchand. Richard et cet homme, Édouard. Je les ai entendus tout planifier. Un accident, disait-il. Quelque chose qui semblerait naturel, mais qui... » Elle s'arrêta sanglotant. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Pas à Laura. Les yeux de Guillaume se fixèrent sur Richard, dont le visage avait perdu toute couleur. Le piège était tendu. Carmen, c'est de la folie. Intervint Richard en s'approchant du téléphone. Qui t'a mis ces idées en tête? Je ne ferai jamais de mal à ma filleule. Guillaume est comme un frère pour moi. Alors explique les réunions avec Édouard Marquez. Le défia Carmen. Explique pourquoi il nous menaçait d'expulsion et de prison si nous ne suivions pas le plan. Explique pourquoi tu essayes de prendre le contrôle de l'entreprise. « Oh, c'est absurde !» s'exclama Richard, mais sa voix trembla légèrement. « Guillaume, tu ne peux pas croire ça. » Cette femme est clairement perturbée. Elle a probablement planifié cet enlèvement depuis le début. « J'ai des preuves. » Il continua Carmen. « Des enregistrements. Édouard n'était pas aussi prudent qu'il le pensait. Et j'ai le testament original de votre père, monsieur Marchand, celui que Richard a modifié pour inclure la clause de tutelle. » Le visage de Richard se transforma. Le masque d'inquiétude tomba, remplacé par une expression dure et froide que Guillaume n'avait jamais vue auparavant. « Où as-tu eu ça ?» demanda Richard, oubliant momentanément la comédie qu'il jouait. « Est-ce que ça a de l'importance ?» répondit Carmen. « L'important, c'est que je connais la vérité, et d'autres aussi. » Guillaume fit un pas vers Richard qui recula instinctivement. « C'est vrai ?» demanda-t-il, la voix basse et dangereuse. « Tu as prévu de faire du mal à ma fille. »« À ta filleule ?» Richard regarda autour de lui comme un animal piégé. Puis son visage changea à nouveau, prenant une expression de dédain. « Tu n'as jamais mérité cette entreprise, » dit-il finalement, la voix chargée d'amertume. « Ton père me l'avait promise. Des années de loyauté, de travail acharné. Et puis tu débarques, fraîchement diplômé, plein d'idées modernes et de sourires charmeurs. Et il te donne tout, tout. »« Ah, alors c'est ça ?» demanda Guillaume, sincèrement choqué par l'intensité de la haine dans la voix de l'homme qu'il considérait comme un frère. « Des années d'amitié, de partenariat. Je te confiais ma vie, Richard. La vie de ma fille. La petite n'a jamais été vraiment en danger. » répondit Richard, essayant de se rétracter maintenant qu'il réalisait jusqu'où il était allé. « C'était juste une frayeur. Quelque chose pour te déstabiliser, te faire comprendre que tu avais besoin d'aide pour gérer l'entreprise. Tuer ma fille, c'était juste une frayeur ?» Car la voix de Guillaume s'éleva dangereusement. Il n'était pas question de la tuer, protesta Richard, la panique brisant enfin son sang-froid. Édouard a dépassé les bornes, il n'aurait pas dû... Ce n'était pas ça que... Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit sa confession.
Béatrice entra, accompagnée de 2 policiers. Derrière eux, Solène, le visage marqué par les larmes, mais les yeux déterminés. « Richard Albert ?» appela l'un des policiers. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot, tentative d'enlèvement et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Pendant qu'on menottait Richard, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes, Guillaume sentit son portable vibrer dans sa main. Un message de Carmen, une photo de Laura souriant sur la plage tenant un coquillage. En arrière-plan, le coucher de soleil doré de Cassis peignait le ciel de teintes d'espoir. La tempête était passée, sa fille était sauve. Dans la petite auberge en bord de mer, Carmen observait Laura jouer dans le sable, construisant des châteaux maladroits de ses petites mains. La nouvelle de l'arrestation de Richard et Édouard était arrivée quelques heures plus tôt, apportant un soulagement qu'elle ne pensait pas pouvoir ressentir. Béatrice avait appelé pour informer que Solène était en sécurité, collaborant avec la police. Les preuves contre Richard étaient solides. Enregistrements, témoignages, documents falsifiés. Édouard Marquez ferait face à des accusations encore plus graves, liées à d'autres crimes en plus de la conspiration contre les marchands. Le taxi qui s'approchait lentement par le chemin de terre fit accélérer le cœur de Carmen. Du véhicule descendit Guillaume Marchand, ses yeux cherchant immédiatement sa fille sur la plage. « Papa !» écria Laura en le voyant, se levant avec l'instabilité adorable d'une enfant d'1 an, courant comme elle le pouvait dans sa direction. Guillaume la prit dans ses bras, la soulevant haut dans les airs, avant de la serrer fort contre lui. Carmen observa la scène à distance, ressentant un mélange de joie et d'incertitude. Son rôle dans leur vie était-il terminé? Maintenant que le danger était passé, y aurait-il une place pour elle dans cette famille qu'elle avait, contre toute attente, appris à aimer? Guillaume s'approcha toujours avec Laura dans les bras, son visage affichant une gamme d'émotions difficiles à déchiffrer. « Merci, » dit-il simplement, « de l'avoir sauvée. » Pour tout, Carmen acquiesça, ne sachant pas quoi dire, quoi ressentir. « C'était le moins que je puisse faire après avoir eu du courage quand j'en avais le plus besoin, » compléta-t-il, « d'avoir risqué votre vie pour ma fille, de m'avoir montré que je pouvais encore faire confiance à quelqu'un. » Leurs regards se croisèrent, tous deux conscients que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était quelque chose de plus fragile et, en même temps, de plus fort, une confiance née des cendres de la trahison, un espoir émergeant du désespoir. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Carmen, la voix presque un murmure. « Maintenant » répéta Guillaume, ajustant Laura dans ses bras alors qu'elle jouait avec sa cravate. « Maintenant, nous rentrons à la maison. Tous les trois. » Tous les trois » Carmen ne put cacher sa surprise. Guillaume sourit, le premier sourire sincèrement détendu qu'elle voyait sur son visage depuis qu'elle l'avait connu. « À moins que vous n'ayez d'autres projets. Laura a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, pour l'aimer comme vous le faites. Et moi, eh bien, je crois que j'ai besoin de réapprendre à faire confiance, à vivre. Vous nous avez aidés à commencer ce processus. » Carmen sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais c'était une offre de nouveau départ, une chance de faire partie de cette famille, non plus sous de faux prétextes, mais avec honnêteté et des possibilités ouvertes. « J'aimerais beaucoup ça, » répondit-elle avec simplicité. Laura, comme si elle sentait l'importance du moment, tendit sa petite main vers Carmen, qui l'accepta avec un sourire. Les trois restèrent là, formant un cercle imparfait mais plein de promesses, tandis que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel des couleurs d'une nouvelle aube. Chapitre 4. Nouveau départ. Le retour à Paris se fit sous le manteau protecteur de l'aube. La voiture de Guillaume glissait sur l'autoroute, tandis que la ville s'éveillait au loin, ses contours de béton et de verre émergeant progressivement de la brume matinale. Sur la banquette arrière, Laura dormait tranquillement, la tête posée sur les genoux de Carmen qui observait le paysage avec un mélange d'appréhension et d'espoir. « Vous êtes nerveuse ?» demanda Guillaume en la regardant dans le rétroviseur. Carmen sourit légèrement. « Un peu. Tout a changé si vite. Pour le mieux, j'espère. » répondit-il, ses yeux revenant sur la route. Le silence qui suivit était confortable, empli seulement par la respiration douce de Laura et le son lointain de la radio que le chauffeur maintenait à bas volume. Carmen réfléchissait aux événements des dernières semaines.
comment sa vie avait été complètement transformée, comment elle avait été au bord du gouffre et, d'une certaine manière, avait trouvé la rédemption. La nouvelle de l'arrestation de Richard et Édouard circulait déjà dans les principaux journaux, bien qu'avec des détails contrôlés pour protéger la vie privée de Laura. Un homme d'affaires planifie un coup contre son associé en utilisant des immigrantes comme boucs émissaires. Annonçaient les gros titres. Marchand textile faisait face à une crise d'image, avec des actions en chute libre et des investisseurs nerveux exigeant des explications. Les avocats veulent que vous donniez une conférence de presse, commenta Carmen, brisant le silence. Béatrice l'a mentionné hier. Guillaume soupira, ses doigts tambourinant légèrement sur le volant. Je sais que c'est nécessaire. L'entreprise a besoin de stabilité. Les employés sont effrayés. Mais je ne suis pas encore prêt à en parler publiquement. Je comprends, murmura Carmen. Certaines blessures ont besoin de temps pour cicatriser avant d'être exposées au monde. Leurs regards se croisèrent brièvement dans le miroir. Il y avait une nouvelle compréhension entre eux, née non seulement des événements traumatisants qu'ils avaient partagés, mais de quelque chose de plus profond, la reconnaissance mutuelle d'âmes marquées par la perte, par la trahison, mais encore capables de faire confiance. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'immeuble de Neuilly-sur-Seine, Carmen ressentit une étrange sensation de retour à la maison, bien qu'elle sût que sa position y avait fondamentalement changé. Elle n'était plus seulement la nounou engagée, l'immigrante vulnérable utilisée comme un pion dans un jeu cruel. Elle était... quoi, exactement? Cette question flottait dans son esprit, alors qu'elle montait dans l'ascenseur, Laura toujours endormie dans ses bras. Madame Solange les accueillit dans l'appartement, les yeux embués de larmes. La vieille gouvernante serra longuement Guillaume dans ses bras, avant de se tourner vers Carmen, son regard transmettant tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Notre petite est à la maison », dit-elle simplement, caressant les cheveux de Laura qui commençaient à s'éveiller. Là où elle aurait toujours dû être. Les jours qui suivirent apportèrent une nouvelle routine, différente de la précédente, par des aspects subtils mais significatifs. Guillaume se mit à travailler davantage depuis la maison, transformant une partie de son bureau en un espace où il pouvait superviser l'entreprise à distance tout en restant proche de sa fille. Les réunions importantes exigeaient toujours sa présence physique, mais il tenait à être à la maison pour le dîner, pour le bain de Laura, pour les petites victoires quotidiennes qu'il manquait complètement auparavant. Carmen continua de s'occuper de Laura, mais la dynamique entre elle et Guillaume s'était transformée. Les conversations qui se limitaient autrefois à des comptes rendus sur l'enfant s'étendaient désormais à d'autres domaines, livres, musique, rêves, peurs. Ils découvrirent, à leur surprise mutuelle, qu'ils partageaient plus que le simple amour pour la petite Laura. Un dimanche après-midi, alors que la fillette faisait sa sieste, Carmen trouva Guillaume sur le balcon, contemplant la ville. « Solène a appelé », dit-elle en s'approchant. Le juge a accepté son accord de plaider coupable. Elle effectuera des travaux d'intérêt général et devra porter un bracelet électronique pendant 1 an, mais elle n'ira pas en prison. Guillaume acquiesça, visiblement soulagé. Malgré tout, il n'en voulait pas à Solène qui avait été autant victime que complice dans cette intrigue. Et après, elle va retourner au Venezuela? Non, Carmen sourit légèrement. Béatrice lui a offert un emploi dans son agence de détective. Apparemment, Solène a un talent naturel pour détecter les mensonges, selon elle. C'est une bonne chose, répondit Guillaume sincèrement. Votre sœur mérite une seconde chance, comme nous tous. Carmen s'appuya sur la balustrade à côté de lui, leurs bras se touchant presque. Je pensais, il est peut-être temps que je cherche mon propre appartement. Guillaume se tourna vers elle, surpris. Pourquoi? Je pensais que vous étiez à l'aise ici. Et je le suis, s'empressa-t-elle de répondre. Mais les choses ont changé, Guillaume. Je ne suis plus seulement la nounou que vous avez engagée. Après tout ce qui s'est passé, ce serait plus approprié, peut-être. Il l'observa un long moment, ses yeux sombres indéchiffrables. Teste ce que vous voulez? De la distance? Carmen hésita, le cœur battant la chamade. Non, ce n'est pas de la distance que je veux. C'est de la clarté. De la clarté, répéta-t-il comme s'il testait le mot. Un sur nous, vous voulez dire. Elle acquiesça, incapable d'en dire plus, craignant d'avoir franchi une ligne invisible. À sa surprise, Guillaume sourit, un sourire doux, authentique, qui illumina ses yeux d'une manière qu'elle avait rarement vue.
J'y ai pensé aussi, admit-il. À ce que nous sommes maintenant. À ce que nous pourrions être. Le moment fut interrompu par le son de l'interphone. Madame Solange répondit et vint bientôt les informer que Béatrice était arrivée pour la réunion prévue. La détective venait régulièrement, apportant des mises à jour sur l'affaire et aidant à préparer Guillaume à l'inévitable, le procès de Richard, où il devrait témoigner contre l'homme qu'il avait un jour considéré comme un frère. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, ils trouvèrent Béatrice déjà installée, sa posture élégante contrastant avec son expression sérieuse. À côté d'elle, un épais dossier de documents. « Bonne nouvelle », annonça-t-elle dès que Guillaume et Carmen s'assirent. « Le ministère public a accepté toutes les preuves. Richard sera inculpé non seulement pour la conspiration contre vous, mais aussi pour la mort du comptable, Maurice Portel, et pour les fraudes financières. »« Et pour Édouard » demanda Carmen. « Il négocie un accord offrant des informations sur d'autres crimes en échange d'une réduction de peine. Mais ne vous inquiétez pas, quel que soit l'accord, il ne verra pas la lumière du jour avant au moins 15 ans. » Guillaume acquiesça, absorbant l'information. Une partie de lui se demandait encore comment il n'avait pas vu les signes, comment il avait fait si entièrement confiance à quelqu'un capable d'une telle cruauté. « Il y a autre chose, » continua Béatrice, sortant une enveloppe du dossier. « Nous avons localisé le testament original de votre père, Guillaume, sans la clause frauduleuse que Richard a insérée. » Elle lui tendit le document, que Guillaume accepta avec des mains légèrement tremblantes. C'était comme recevoir un message du passé, un dernier contact avec le père qu'il avait perdu des années auparavant. « Il a aussi laissé une lettre, » ajouta doucement Béatrice. Elle était avec le testament, dans un coffre séparé à la banque. Richard n'y a jamais eu accès. L'enveloppe contenant la lettre semblait peser une tonne dans les mains de Guillaume. Il regarda Carmen qui acquiesça de manière encourageante. « Je vais vous laisser, » dit Béatrice en se levant. « Il y a des détails techniques que nous devons discuter sur la déposition, mais ça peut attendre demain. » Lorsque la détective fut partie, Guillaume resta à regarder l'enveloppe pendant de longs moments. Carmen se leva silencieusement, se préparant à sortir aussi pour lui laisser son intimité. « Restez, » demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « S'il vous plaît. » Elle se rassit, le cœur serré par la vulnérabilité qu'elle voyait sur son visage, le puissant homme d'affaires maintenant, réduit à un fils attendant les mots d'un père depuis longtemps disparu. Guillaume ouvrit l'enveloppe avec soin, révélant 2 feuilles de papier couvertes de l'écriture ferme et anguleuse d'Antoine Marchand. Il commença à lire à voix basse, partageant ce moment intime avec Carmen. « Mon fils, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que j'ai quitté ce monde avant d'avoir pu te dire personnellement les choses qu'un père devrait dire à son fils. Pardonne-moi cette lâcheté. J'ai toujours cru qu'il y aurait assez de temps. » Guillaume fit une pause, la voix étranglée par l'émotion. Carmen s'approcha instinctivement, posant une main sur la sienne. « Tu as dépassé toutes mes attentes. » Poursuivit-il sa lecture. « Non seulement comme homme d'affaires, mais comme homme. J'ai observé comment tu diriges notre entreprise avec intégrité et vision, équilibrant tradition et innovation d'une manière que je n'aurais jamais pu faire. Marchand textile a prospéré sous ta direction, et cela me remplit de fierté. Il y a cependant quelque chose qui m'inquiète. Richard Dalbert a été un collaborateur précieux pour notre entreprise pendant de nombreuses années, et je lui suis reconnaissant pour sa loyauté et son travail acharné. Mais j'ai remarqué une amertume croissante en lui, une ambition qui dépasse les limites de l'éthique. J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises, de lui offrir une plus grande participation, de la reconnaissance, mais il y a quelque chose en lui qui ne peut être satisfait. Ainsi mes soupçons sont corrects. Il pourrait représenter un danger pour toi et pour l'entreprise à l'avenir. Fais confiance à ton instinct, Guillaume. Et souviens-toi qu'un empire bâti est moins important qu'une vie bien vécue. Ta mère et moi avons toujours rêvé que tu trouverais un équilibre entre le travail et le bonheur personnel. Mon dernier conseil, ne laisse pas le passé déterminer ton avenir. Pardonne quand tu le peux. Va de l'avant quand c'est nécessaire. Et par-dessus tout, trouve quelqu'un avec qui partager les joies et les fardeaux de la vie. Aucun succès professionnel ne compense la solitude d'une maison vide. Ouais, avec tout mon amour et ma confiance, ton père, Antoine. Quand il eut fini de lire, Guillaume avait les larmes aux yeux. Non pas de tristesse, mais d'une paix étrange qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était comme si un poids avait été retiré de ses épaules, une approbation qu'il ne savait pas qu'il cherchait encore.
Carmen lui serra doucement la main. Il savait, dit-elle doucement. Pour Richard, oui, répondit Guillaume en pliant soigneusement la lettre. Et j'aurais dû le voir aussi. Tant de signes, tant de petits moments. Ne te torture pas avec ça, l'interrompit Carmen. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais comme un frère. Ce n'est pas une faiblesse, Guillaume. C'est la plus grande force qui soit. La capacité de faire confiance, d'aimer, même après la perte. Il la regarda vraiment comme s'il la voyait sous un nouveau jour. Comment es-tu devenu si sage à un si jeune âge? Carmen sourit tristement. Peut-être parce que j'ai beaucoup perdu très tôt. Mes parents, mon pays, ma sécurité. Quand on perd tout, on commence à comprendre ce qui compte vraiment. À ce moment, le son des pleurs de Laura parvint par le babyphone. Carmen se leva automatiquement, mais Guillaume la retint doucement par le poignet. « Je vais la chercher, » dit-il. « Reste ici. Nous avons une conversation à terminer. » Dans la chambre de Laura, Guillaume observait sa fille maintenant réveillée, ses grands yeux curieux fixés sur lui, tandis qu'elle babillait dans son propre langage, comme si elle racontait les rêves qu'elle avait faits pendant sa sieste. « Maman », dit-elle clairement entre deux babillements, tendant ses petits bras pour être prise. Le cœur de Guillaume se serra. Laura appelait occasionnellement Carmen ainsi depuis quelques semaines. Au début, il avait ressenti une pointe de culpabilité, comme s'il trahissait la mémoire de Patricia. Mais avec le temps, il comprit que ce n'était pas un remplacement. C'était simplement l'enfant qui reconnaissait l'amour qu'elle recevait, le nommant de la seule manière qu'elle connaissait. « On va voir Carmen ?» demanda-t-il en la prenant dans ses bras. « Elle nous attend. » Quand il retourna au salon, il trouva Carmen regardant une photographie encadrée sur l'étagère. Patricia enceinte, radieuse, à côté de Guillaume sur une plage. L'image qu'il avait gardée cachée dans un tiroir si longtemps, et qu'il avait finalement eu le courage d'exposer à nouveau, des semaines plus tôt. Elle était magnifique. L'y commenta doucement Carmen. Elle l'était, acquiesça Guillaume en s'approchant avec Laura, qui tendit immédiatement les bras vers Carmen. Et généreuse. Elle t'aurait apprécié. Carmen accepta Laura, l'installant sur ses genoux avec la naturalité de quelqu'un qui a toujours fait ça. Comment? Peux-tu le savoir? Haute parce qu'elle valorisait l'authenticité par-dessus tout, répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. Parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus authentique que toi, Carmen González. Quelque chose changea dans l'air entre eux, une tension qui montait depuis des semaines, depuis le retour de Cassis. Ce n'était pas seulement de l'attirance, bien que cela fût aussi présent. C'était de la reconnaissance, une compréhension mutuelle, une possibilité. Guillaume, commença Carmen hésitante, je ne veux remplacer personne, ni dans la vie de Laura, ni dans la tienne. Ce que Patricia a signifié pour vous, c'est sacré. Je sais, répondit-il doucement. Ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas un remplacement, c'est une continuation, un nouveau chapitre. Laura, inconsciente de l'importance du moment, jouait avec le simple collier que portait Carmen, un petit pendentif en forme d'ange que Guillaume lui avait offert en guise de remerciement des semaines auparavant. « J'ai peur », admit Carmen, la vulnérabilité évidente dans sa voix, « que ce soit de la gratitude confondue avec autre chose. Qu'un jour tu te réveilles et que tu réalises que tu as fait une erreur, que je ne suis que la nounou vénézuélienne, l'immigrante qui se trouvait là par hasard quand tu en avais besoin. » Guillaume lui toucha doucement le visage, la forçant à le regarder. « C'est ce que tu penses de toi-même. Après tout ce que tu as fait, tout ce que tu as risqué, parfois, avoua-t-elle. Et c'est difficile de laisser derrière soi certaines insécurités. Alors laisse-moi t'aider avec ça, dit-il, la voix ferme mais douce. Carmen González, tu as sauvé ma fille, mais tu as fait bien plus que ça. Tu m'as ramené à la vie alors que je ne savais même pas que j'étais encore perdu. Et je ne parle pas seulement du plan de Richard. Je parle de la façon dont, jour après jour, tu m'as montré qu'il était possible d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, de vivre à nouveau. Des larmes brillaient dans les yeux de Carmen, reflétant la douce lumière de l'après-midi qui entrait par les fenêtres. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » continua Guillaume. « Personne ne le sait. Mais j'aimerais le découvrir si tu es d'accord. »« Je le suis, » répondit-elle simplement, sa voix à peine un murmure. Le moment fut scellé non pas par un baiser passionné de cinéma, mais par quelque chose de tout aussi puissant. Laura, sentant l'émotion entre les adultes,
s'étira pour les étreindre tous les deux simultanément, créant un cercle parfait de 3 personnes, unies par quelque chose de plus fort que le sang ou le hasard. Une famille née des cendres de la tragédie, reconstruite avec les briques imparfaites de la rédemption et de l'espoir. 6 mois s'écoulèrent, apportant des changements pour tous. Le procès de Richard avait commencé, avec des preuves accablantes contre lui. Édouard Marquez respectait son accord, révélant un réseau de crimes d'entreprise qui s'étendait bien au-delà de marchands textiles, impliquant des hommes d'affaires de haut rang dans tout le pays. Solène s'épanouissait sous la tutelle de Béatrice, découvrant des talents qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Sa connaissance de l'espagnol et son expérience en tant qu'immigrante devinrent précieuses pour identifier et protéger d'autres personnes vulnérables, utilisées dans des stratagèmes criminels similaires. Marchand textile faisait face à son propre processus de guérison et de transformation. Guillaume avait mis en œuvre des changements structurels, apportant de la transparence et créant un comité d'éthique incluant des employés de tous les niveaux de l'entreprise. L'expansion dans les Hauts-de-France se poursuivait, désormais avec un accent supplémentaire sur la durabilité et la responsabilité sociale. Quant à Guillaume et Carmen, ils avançaient avec la prudence de ceux qui connaissent la valeur et la fragilité des secondes chances. Elle continuait de s'occuper de Laura, mais suivait désormais aussi des cours de pédagogie à l'université. Un vieux rêve qu'elle avait enfin l'occasion de réaliser. Ils avaient convenu de donner du temps à leur relation, de construire des bases solides avant de franchir de plus grandes étapes. Un samedi matin, alors que Laura, maintenant âgée d'1 an et demi, jouait sur le tapis du salon, sous le regard attentif de Madame Solange, Carmen trouva Guillaume au bureau, travaillant sur quelques documents. « Tu travailles déjà ?» demanda-t-elle en entrant avec 2 tasses de café. Il sourit, acceptant la boisson avec gratitude. « En fait, je termine quelque chose de personnel. » Carmen se pencha pour voir le document qu'il remplissait. C'était un formulaire de la Fondation Maison de l'Espoir, une institution de soutien aux enfants réfugiés et immigrés. « C'est un projet auquel je pense depuis un certain temps, » expliqua Guillaume. « Utiliser une partie des bénéfices de l'entreprise pour créer un centre d'accueil et d'éducation pour les enfants immigrés, pour qu'aucune autre Carmen ou Solène n'ait à subir des situations dégradantes juste pour survivre dans un nouveau pays. » Carmen sentit son cœur se dilater dans sa poitrine. C'était ainsi que Guillaume montrait ses sentiments, non seulement avec des mots ou des gestes, mais avec des actions concrètes qui reflétaient une profonde compréhension. « C'est merveilleux, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je veux que tu en fasses partie. » Continua-t-il en lui prenant la main. « Pas seulement comme soutien, mais comme directrice du programme éducatif, si tu le souhaites. Personne ne comprend mieux les besoins de ses enfants que toi. » Carmen resta sans voix, touchée par la confiance implicite dans cette invitation. « Je ne sais pas si je suis qualifié. Tu es en train de te former en pédagogie, » lui rappela-t-il. « Et tu as quelque chose de plus important que n'importe quel diplôme. Une expérience réelle, une compassion authentique. Le reste, tu peux l'apprendre en chemin. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par Laura, qui entra en courant dans le bureau avec ses petits pas encore instables, suivie par une Madame Solange légèrement essoufflée. « Cette petite est de plus en plus rapide chaque jour !» s'exclama la gouvernante, souriant malgré la fatigue. Laura grimpa sur les genoux de Carmen avec l'aisance de celle qui le fait quotidiennement, se blottissant entre elle et Guillaume comme si c'était exactement là sa place. « Maman », dit-elle clairement, regardant Carmen avant de se tourner vers Guillaume. « Papa, histoire !» Guillaume échangea un regard avec Carmen. Ces moments simples étaient devenus précieux pour eux deux, un rituel qui cimentait les liens entre les trois. « Quelle histoire veux-tu aujourd'hui, ma princesse ?» demanda-t-il. Laura réfléchit un instant, avec ce sérieux comique que seuls les enfants peuvent avoir. « L'ange !» décida-t-elle finalement, touchant le pendentif que Carmen portait toujours. Carmen sourit, ajustant la fillette sur ses genoux. C'était une histoire qu'ils avaient créée ensemble, non pas l'histoire réelle de trahison et de danger qu'ils raconteraient un jour à Laura quand elle serait plus grande, mais une version adoucie, sur des anges déguisés qui apparaissent quand on a le plus besoin d'eux. « Il était une fois, » commença Carmen, « une petite princesse qui vivait dans un très grand château, avec papa. » L'interrompit Laura comme elle le faisait toujours à ce moment-là. « Oui, avec papa, » continua Carmen, échangeant un sourire complice avec Guillaume.
Elles étaient très heureux, mais parfois papa était triste, parce que la reine qui était partie vivre dans les étoiles lui manquait. Laura acquiesça solennellement, bien qu'elle fût encore trop petite pour vraiment comprendre le concept de la mort. Pour elle, sa mère biologique était presque une figure mythique, présente sur les photographies et dans les histoires, mais sans la douleur de l'absence qu'elle ressentirait un jour. Un jour, s'est poursuivi Guillaume en prenant la parole, une jeune femme venue de terre lointaine apparut au château. Personne ne le savait, mais elle était en réalité un ange déguisé, envoyé pour protéger la petite princesse et aider le roi à sourire à nouveau. « Et à moins qu'ils vécurent heureux pour toujours ?» demanda Laura qui, bien que connaissant l'histoire par cœur, posait toujours la même question à la fin. Guillaume regarda Carmen, ses yeux transmettant plus que ce que les mots ne pourraient exprimer. « Nous écrivons cette partie de l'histoire tous les jours, mon amour, » répondit-il en tendant la main pour entrelacer ses doigts avec ceux de Carmen. « Mais il semble que oui, nous sommes sur la bonne voie pour le heureux pour toujours. » 3 ans s'écoulèrent depuis cette conversation au bureau. La Fondation Maison de l'Espoir était devenue une réalité, aidant des centaines d'enfants immigrés à trouver éducation, accueil et espoir en France. Carmen, désormais diplômée en pédagogie et poursuivant un master en éducation inclusive, dirigeait le programme éducatif avec la même passion et le même dévouement qu'elle avait montré en protégeant Laura des années auparavant. Richard avait purgé 2 ans de sa peine et devrait en affronter au moins 8 autres avant toute possibilité de libération conditionnelle. Édouard Marquez, après avoir largement collaboré avec les autorités, était entré dans le programme de protection des témoins, disparaissant à jamais de leur vie. Solène était devenue une détective prometteuse, spécialisée dans les crimes impliquant les immigrés et la traite des êtres humains. La relation entre les sœurs Gonzalez, autrefois marquée par la dépendance mutuelle née du désespoir, s'épanouissait, désormais comme une amitié adulte entre 2 femmes fortes et indépendantes. Quant à Guillaume, Laura et Carmen, ils avaient enfin officialisé ce qui était déjà une réalité depuis longtemps. Le mariage fut une cérémonie simple sur la plage de Cassis, l'endroit qui, des années plus tôt, avait servi de refuge pendant la tempête. Laura, maintenant âgée de 4 ans et demi, fut la demoiselle d'honneur la plus enthousiaste que l'on ait jamais vue, semant des fleurs sur le chemin avec la même détermination qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Devant l'hôtel improvisé en bord de mer, Guillaume regarda la femme qui avait transformé sa tragédie en rédemption. « Quand Patricia est morte, dit-il pendant ses vœux, j'ai cru que je ne serais plus jamais capable d'aimer, que cette partie de moi avait été enterrée avec elle. Et puis tu es apparu, non pas pour remplacer ce que j'avais perdu, mais pour me montrer que le cœur humain a une capacité infinie d'expansion, qu'il est possible d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir. » Carmen, radieuse dans une simple robe de dentelle, répondit avec sa propre promesse. « Je suis arrivée dans cette famille dans des circonstances qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer, avec la peur, la culpabilité, portant un fardeau qui semblait impossible à supporter. Toi et Laura, vous ne m'avez pas seulement pardonné, mais vous m'avez montré que la rédemption n'est pas juste un joli mot. C'est une possibilité réelle pour ceux qui ont le courage de recommencer. Je promets d'honorer cette seconde chance chaque jour de notre vie ensemble. » Madame Solange, maintenant officiellement à la retraite mais toujours présente dans la vie de famille, comme la grand-mère que Laura n'avait jamais connue du côté de son père, ne pouvait retenir ses larmes de joie. À ses côtés, Solène et Béatrice observèrent la scène avec des sourires émus. 2 femmes fortes, dont l'amitié improbable était née des mêmes circonstances turbulentes, qui culminaient maintenant dans cette célébration de l'amour. Après la cérémonie, tandis que les invités célébraient et que Laura courait sur la plage avec d'autres enfants, Guillaume et Carmen marchèrent jusqu'au bord de l'eau, les pieds nus dans le sable chaud. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda-t-il en regardant l'horizon où le soleil commençait à se coucher. « À quoi ?» répondit-elle en posant sa tête sur son épaule. « À quel point la vie est imprévisible, à comment les pires tempêtes nous mènent parfois exactement là où nous devrions être. » Carmen sourit, se souvenant de la lettre de son père, des mots qui étaient devenus une sorte de mantra pour eux deux. « Pardonne quand tu le peux, va de l'avant quand c'est nécessaire. Je pense que ton père serait fier, » dit-elle doucement. « Pas seulement du succès de l'entreprise, mais surtout du courage de reconstruire ta vie. Notre petit miracle quotidien, » répondit Guillaume en regardant Laura qui courait maintenant dans leur direction, ses cheveux sombres au vent, son sourire illuminant son visage aux traits métissés.
où l'héritage de Patricia se mêlait harmonieusement au sien. « Maman !»« Papa !» cria la fillette en se jetant dans les bras des deux. « Venez voir le château de sable que j'ai fait. » Alors qu'ils suivèrent leur fille sur la plage, main dans la main, Carmen réfléchit au long et improbable chemin qui l'avait mené jusqu'ici, des rues appauvries de Caracas aux plages dorées de Cassis, du désespoir qui l'avait presque conduite à commettre l'impardonnable à l'amour qui l'avait finalement libérée. Il y avait des cicatrices, bien sûr, il y en aurait toujours, mais il y avait aussi de la beauté dans ces imperfections, dans les fissures remplies de l'or de l'expérience et du dépassement de soi. Comme le disait un ancien proverbe japonais qu'elle avait appris récemment, Kintsukuroi, l'art de rendre plus beau ce qui a été brisé. Laura attendait avec impatience, montrant une impressionnante construction de sable décorée de coquillages colorés et de petits branchages. « C'est notre château », annonça-t-elle fièrement, où le roi, la reine et la princesse vivent heureux pour toujours. Guillaume et Carmen échangèrent un regard ému. Dans son innocence, Laura avait créé la métaphore parfaite de leur parcours, un château érigé non pas sur des fondations parfaites, mais sur du sable qui avait traversé des tempêtes, était modelé par le temps, transformé par la nature. Fragile peut-être, aux yeux de ceux qui ne comprennent pas, mais infiniment plus beau pour son histoire. « C'est le plus beau château que j'ai jamais vu », dit Carmen en s'agenouillant à côté de sa fille. « Et le plus solide », ajouta Guillaume en les rejoignant sur le sable. Ensemble, les trois continuèrent à construire, ajoutant des tours, des ponts, des chemins. Peu importait que la marée finirait par tout effacer. La valeur résidait dans le moment présent, dans la joie partagée, dans les mains qui travaillaient ensemble pour créer quelque chose de nouveau à partir de ce que la vie offrait. Parce que, finalement, ce ne sont pas les châteaux qui restent, mais l'amour qui les construit. Ce ne sont pas les possessions qui définissent une famille, mais les histoires qu'ils partagent, les peurs qu'ils affrontent ensemble, les secondes chances qu'ils embrassent courageusement. Et tandis que le soleil descendait lentement à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et rosées, trois silhouettes restèrent sur la plage. Un homme, une femme et un enfant. Trois vies entrelacées par le destin, par le choix et par cette force mystérieuse que certains appellent coïncidence, d'autres destin, et d'autres encore, simplement, amour.